c'est quand même assez marrant de se dire qu'à l'époque, pour avoir ton sneakers, fallait le chasser. C'est considéré par notre cerveau comme une récompense. Là, une récompense, 60 centimes. Fin 2023, j'étais en BTS, un BTS hôtellerie-restauration, côté restauration. Dans ma classe, il y avait des gens qui venaient d'un bac pro ou un bac technique. Quand je suis arrivé dans la classe, j'ai vu le niveau. C'était des gens, vraiment, ils étaient en cours, ils sortaient le bigot, ils scrollaient comme des mongols. À longueur d'heure, de journée, c'était effrayant. C'est pas parce que tu atteins un objectif que tu t'étais fixé pendant une période donnée que tu vas être heureux le reste de ta vie. Bonjour Joseph, deuxième épisode de Faut que ça parle. Aujourd'hui ça va parler tout simplement, on a eu énormément de retours sur notre dernier podcast. On a frôlé le million de vues, donc moi je pense que voilà, on est sur une très bonne statistique. C'est ça, on a fait un excellent départ, à savoir 0 vue. En même temps, je l'ai posté littéralement la vidéo hier en loose day à 18h voilà. Et j'ai pas mis de comment est-ce qu'on dit de ça hashtag, voilà, de référencement finalement. Pour le référencement, donc forcément, et puis j'ai même pas forcément prévenu mes proches que je l'avais tourné ou quoi que ce soit. C'est pas grave. T'as mis où mon verre d'eau ? Ah, il est là-bas. Bon. Donc, je vais me casser la gueule. Petite coupure. Non, ça va être drôle. C'est bien, c'est bon. On théâtralise notre podcast. C'est ça. Donc, je disais qu'on avait une heure de retour, que voilà, vous avez été nombreux à nous dire d'en refaire un deuxième, du coup, on en refait un deuxième. Voilà, heureusement que l'autodérision ça existe, parce que sinon on serait bien dans la merde. C'est ça. Maintenant j'ai une question à te poser, c'est que du coup on a fait un premier podcast où on s'est présenté. On n'a même pas parlé de pourquoi est-ce que le podcast s'appelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Il faut que ça parle. C'est vrai qu'on n'est même pas allé dans les fondamentaux finalement. Donc pourquoi faut que ça parle ? Tout simplement parce que voilà, on échange de manière assez aléatoire sur des sujets aléatoires eux-mêmes. Enfin, on échange aléatoirement sur des sujets qui sont eux-mêmes aléatoires. Et du coup, quand on parle comme ça, on parle de quelque chose qu'on a envie de parler. Donc faut que ça parle de ce qu'on est en train de parler, tout simplement. Je pense, j'appréhende comme ça le nom du podcast. Moi, je l'apprends un petit peu d'une manière. C'est important de discuter un peu de tout et de rien, de choses profondes comme de choses moins profondes. Ouais. Et c'est un peu le premier sens pour moi de il faut que ça parle, c'est tout simplement il faut discuter de temps en temps, il faut discuter, il faut parler. Il faut savoir échanger en fait. Tout il faut savoir échanger, c'est ça. C'est fondamental. C'est une compétence qui est fondamentale et on reviendra là-dessus avec le fameux syndrome de Gazo. Oh. Et deuxième chose, c'est il faut que ça parle, il faut qu'on essaye de discuter d'une manière qui soit la plus compréhensible ou d'une manière simple à comprendre pour les personnes qui pourront écouter ce podcast. Donc il faut que ça parle. En fait, il faut que ça parle aussi aux gens, mais genre de manière imagée. C'est ça, oui, il faut que ça parle aux gens. Voilà. Pour moi, il y a un peu un double sens que j'aime beaucoup. Ouais, que moi, je l'avais pas capté jusqu'à présent. Mais... Parce que t'es un peu con. Et c'est assez rigolo parce que c'est toi qui m'as soumis l'idée de ce nom. Voilà. Bon, du coup, c'est bon, on a trouvé la raison. Donc, il faut que ça parle dans les deux sens. Il faut que ça parle physiquement, mais aussi mentalement. C'est ça. Parfait. Problème réglé. Donc aujourd'hui on a une liste de sujets qu'on aimerait bien aborder pour les futurs podcasts une liste de sujets qu'on aimerait bien aborder sur les futurs podcasts qu'on va aborder petit à petit. On ne sait pas encore concrètement combien de temps les épisodes vont durer. À la base on s'était dit qu'on ferait des épisodes entre 45 minutes et 1 heure. La première fois qu'on a tourné un podcast, on a fait 1h36 précisément. Bien, moi j'aime bien. Sans vraiment forcer et sans, on va dire, broder pour faire en sorte que le podcast dure un certain temps. Peut-être que cet épisode durera à peine 45 minutes, peut-être qu'il durera 2h30, on ne sait pas. Même si 2h30 c'est peut-être un peu beaucoup, je pense. Et dans ces cas-là, on essaiera de faire peut-être un peu plus de contenu. Après, il faut manger quand même. C'est ça, ouais. Il est quelle heure ? Là, il est 11h48. Putain, il est déjà midi ? Ouais. Oh, sa mère. Moi, je te dis, on va voir comment ça se passe, de toute façon. Bon, on fait un petit podcast d'1 heure et puis on va bouffer. Exactement. Allez, voilà. on déjeune. Donc, on avait une liste de sujets. Je te propose que je regarde un peu ce qu'on avait mis. J'allais dire, en premier sujet, déjà, comme j'ai très légèrement abordé pendant qu'on parlait du nom, le syndrome de Gazo. Oui, ok. Je te propose à la limite qu'on parle un petit peu de ça peut être rigolo. Notion de vocabulaire et. La notion de vocabulaire et tout ça, ouais. D'accord, parfait, vas-y. Je vais commencer. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué qui est que. C'est toi qui m'en avais parlé, mais j'ai pu le vérifier ensuite, qui est que. Une partie de l'intelligence d'une personne va passer par son vocabulaire. Je m'explique.
plus ton vocabulaire est riche et plus on va dire tu vas arriver à exprimer tes idées d'une manière précise et claire. C'est normal parce que plus tu as de vocabulaire, plus tu as des mots qui sont précis pour représenter quelque chose de particulier. Une idée ou une image justement que tu as envie de faire comprendre. C'est ça. Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. De mémoire, c'est le créole haïtien. C'est une langue qui est grosso modo du français simplifié. Par exemple, là-bas, dans cette langue-là, un abysse, tu appelles ça un gros trou sans fond. D'accord, ok. En fait limite, ils définissent le mot quand ils parlent en fait. C'est d'une certaine... En vrai, c'est peut-être même un peu ça. Mais par exemple, il y a beaucoup moins de vocabulaire où c'est une... en fait, ouais, c'est totalement ça. C'est une version qui est simplifiée du français. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que une fois, je parlais anglais et il y avait des mots de vocabulaire qui me venaient pas, ce qui faisait en sorte que mon expression orale, à chaque fois que j'avais un mot de vocabulaire qui me manquait, je contournais ça d'une manière un peu différente. Par exemple, il me manquait, je sais pas, j'ai envie de dire abyss en anglais, je disais gros trou sans fond, tu vois. Bref. Et en fait, c'était assez particulier parce que je parlais à la personne et en fait, j'avais l'impression d'être con. Mais vraiment, j'avais l'impression en fait d'exprimer des idées qui étaient plates et qui étaient bien moins intéressantes que si j'utilisais du vocabulaire particulier. Et là où on veut en venir avec du coup le syndrome de Gazo, pourquoi est-ce que ce syndrome... c'est une pure création de nous. C'est vraiment. Ça, c'est franchement ça. Mais en regardant une interview de Gazo, il faudrait limite que tu l'as mis parce que même moi je la connais pas assez parce que je l'ai regardée qu'une seule fois. Les gens la connaissent. C'est en gros un moment où t'avais Gazo qui était en interview et le mec qui lui posait la question, il lui disait avec ton succès, avec l'argent que t'as, est-ce que tu prends encore les transports en commun? Et Gazo, pour exprimer son idée qui était je ne prends pas les transports en commun parce que les gens me reconnaissent, je suis une resta, les gens me reconnaissent dans la rue et dans les trains, etc. Il a passé 5 minutes à dire moi je prends plus les trains parce que tu vois quand j'y vais tu vois ce que je veux dire. Tu prends encore le train ou pas? Non, franchement, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le train, tu vois. Je vais pas te mentir, tu vois. Même si je suis un kémé, moi, de base, je sais pas te mentir, je suis un mec, je m'en fous, tu vois. Je te promets, pour mes gars et ça, je peux faire le mec, je m'en fous. Allez, tiens, tu vois. Mais je te promets que là, voilà, c'est vrai que j'ai pas pu. Bon, je suis trop, tu vois. Non, mais en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc que t'as vu quand tu prends des lanternes, enfin, t'es connu, bref, c'est. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Ouais, tu prends plus le train, quoi. Ouais, en vrai, tu prends plus le train, en fait, c'est ça. T'as tout compris, quoi. C'est... Voilà. Et en fait, juste par l'interjection, tu vois ce que je veux dire. Il veut faire un raccourci pour dire voilà, oui, je prends plus le train parce que je suis une rosta et tout le monde me connaît et fait chier, j'ai pas envie de faire des selfies, tu vois. Et frère, dis juste je prends plus le train. Dis pas bon, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est un truc qui fait que voilà, et donc non. Bref. C'est frustrant dans le fond parce que justement, alors soit il sait pas formuler de phrase, ou il sait plus le faire parce que est-ce que c'est un gros raccourci, peut-être, est-ce que la drogue joue, est-ce que juste ça peut être un facteur, tu vois, ça peut être un facteur. Putain, la fanbase de Gazo là elle va débarquer. On est à 3 minutes de podcast. Gazo est un drogué. Voilà, c'est une pure supposition, hein, ça tombe, il consomme pas du tout. En vrai, je m'en bats les couilles, c'est juste une supposition. C'est, je pense, la manière la plus sensée de voir les choses. Parce que, comme tous les rappeurs francophones de Paris ou de l'Hexagone, ils revendiquent tous la drogue, la consommation de la drogue, le deal, etc. D'une certaine manière. Après, il y a des rappeurs un peu plus engagés ou un peu plus conscients qui abordent pas ça. Mais voilà, bref. Voilà. Gazo, on connaît le personnage, on sait qui c'est. On sait qu'il voit ce qu'on veut dire, mais en fait, on ne voit pas. Bref. Voilà. Et je voulais revenir sur un point avec toi, là, sur justement le fait que le manque de vocabulaire, ça influence sur l'intelligence et la culture. Et en fait, je pense que justement, pour faire tes preuves et dire que toi, tu es intelligent, genre que quelqu'un te dise que tu es intelligent, bah justement, si tu t'exprimes bien, avec des bons mots, et que tu arrives à faire comprendre ce que tu veux avec des mots précis, justement, c'est comme ça, genre qu'on te catégorise comme étant intelligent. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, oui, bon, je sais bien m'exprimer en anglais parce que justement, j'ai beaucoup de vocabulaire. Ou alors, je sais pas m'exprimer en anglais, même si je comprends énormément la langue, mais j'arrive pas à m'exprimer parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Du coup, la personne va se dire, c'est bizarre, le mec il comprend tout, mais il sait pas me parler. Il est con. Du coup, ils vont me faire un raccourci comme ça, tu vois. Puis au-delà de ça, une personne qui a beaucoup de vocabulaire, peut-être que le gars est pas très fut-fut. Ouais, et ça veut dire qu'il est cuistre. Ça veut dire qu'en gros, il utilise. Donc, il a énormément de vocabulaire, mais il l'utilise de manière très mal en fait. Il va
il va utiliser les mots de façon aléatoire juste parce que il en connaît, mais il sait pas forcément comment l'utiliser, tu vois. Et personnellement, parfois ça m'arrive, genre peut-être cuistre, justement, d'utiliser un mot qui n'a rien à voir en fait finalement. Mais parce que justement, j'ai pas compris la définition ou alors je l'ai mal utilisé. Du coup, ce que je fais, c'est que par exemple, en regardant les podcasts de Papacito et de Raptor, parfois j'ai des mots que je retrouve, j'expliquerai après ce qu'il y a dans ce Death Note. Ouais, ils utilisent des mots que j'ai dans mon carnet justement et que je sais comment réutiliser du coup. Et initialement, je savais pas l'utiliser. Bref, est-ce que tu veux finir sur cette partie ? J'ai rien de spécial à rajouter, mis à part que le vocabulaire, enfin, que l'intelligence ne passe pas forcément par le vocabulaire, mais putain, quand t'as pas de vocabulaire et que tu t'exprimes, et que tu as l'impression de ne pas arriver à t'exprimer correctement parce qu'à chaque fois, t'essaies de penser à un truc, mais le mot te revient pas, Ouais. ça t'arrive 3-4 fois dans la phrase, t'as vraiment l'impression de passer pour un con. Ouais, c'est ça. En vrai, t'aimerais juste avoir un putain d'autoprojecteur dans ton crâne qui mette ce qu'il a sur le mur pour que le gars il puisse enfin comprendre et que tu dis, tu vois ce que je veux dire. Bref. Ce serait une super invention. En effet, vrai ça de serait une vrai. super invention. Je vais demander, on va demander au docteur, à un docteur allemand de le faire. Pourquoi allemand, je ne sais pas, mais Pourquoi allemand ? parce que c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, Ok. j'avais abordé ça dans le podcast d'avant justement, le truc du vocabulaire et tout. Comme quoi le manque de vocabulaire, ça engendre un manque de réflexion parce que justement, un appauvrissement de la pensée et donc un appauvrissement de la réflexion. Et du coup, c'est pour ça que tu es moins pertinent à l'oral, c'est pour ça que tu es moins pertinent à l'écrit ou dans tes interactions sociales. Et c'est ça, je pense, le principal bémol. Je suis Du manque de d'accord avec vocabulaire. toi, ouais. Et comment tu fais pour avoir du vocabulaire ? Tu t'instruis, t'es curieux, tu lis des livres, tu regardes des films, tu t'échanges tout simplement. Juste t'échanges. Tu t'intéresses à ce que font les autres pour t'imprégner de leur sphère à eux, leur sphère culturelle. Et genre tu t'appropries ce que eux ont appris. Et genre toi indirectement, indirectement aussi indirectement. Genre tu peux aussi leur donner ce que toi t'as appris ou la culture que t'as par exemple. Notamment sur le montage de vidéos. Quand au podcast dernier, tu avais dit oui, voilà, la prochaine fois que vous ferez des vidéos, si un jour vous vous lancez dans les vidéos, tu leur avais donné un conseil, etc. Voilà. Je sais même plus ce que c'était. Moi non plus. Mais je me souviens que tu avais donné un conseil. Je regarderai le podcast d'avant pour réécouter ce conseil. Je crois que c'était vis-à-vis de l'introduction, je crois. C'est une très bonne question. Ah oui, non, sur le fait de couper les blancs peut-être. Ah oui, ouais. Sur les répétitions et sur le fait d'avoir une vidéo qui était entre guillemets structurée. Ouais, plus dynamique. Ouais. Plus dynamique, ouais, J'ai c'est fait une surtout ça. parenthèse sur le rap avec Bushi qui se met en avance sur ses textes et du coup ça fait un truc très dynamique. Ouais. Mais du coup il se contente de faire un acapella sur scène parce qu'il peut pas le faire sur scène. D'accord, ouais. Et En j'avais effet. parlé de Lil Nas X pendant la finale des Awards En de effet, l'année dernière. également, s'il avait fait un acapella et t'avais pas kiffé, bref. Non, si, je sais plus. Moi j'avais bien aimé, mais la plupart des gens se foutaient de sa gueule. Ah. Parce qu'en gros, littéralement, il y avait le refrain qui passait et il y avait Lil Nas X qui était comme ça avec son micro. Son micro était à 3 km de sa bouche et tout le monde voyait qu'il chantait pas, quoi. Non mais je chante là, je suis en train de chanter là. Vous m'entendez pas ? Ah, le bug micro, trop relou. Ah, putain. Enfin Ouais, bref. Est-ce que t'as des... Est-ce que tu prévois de devenir meilleur en anglais ? Parce que justement t'as vu que tu manquais de vocabulaire. Moi j'aimerais bien devenir meilleur en anglais en vrai. Ok, est-ce que tu sais comment tu vas t'y prendre ? Pas spécialement pour le coup. D'accord. Sachant que l'année prochaine, dans les à peu près 500 prochains jours, je vais pas nécessiter fondamentalement de devenir bilingue en anglais, vu que Ouais. je vais rester en France et mis à part d'un heureux hasard, il n'est pas prévu que je rencontre que je côtoie des personnes anglaises ou américaines. Ouais. Donc c'est pas un point sur lequel j'ai choisi de me concentrer maintenant. Ouais. Après, c'est toujours un plaisir de parler anglais et puis. Ouais. C'est vrai. Et est-ce que parfois genre il y a des phases où justement genre tu parles très très bien anglais, genre c'est très fluide et tout, genre tu trouves tous tes mots. Et à certains moments où c'est de la merde, c'est de la putain de merde. Je En sais plus vrai, rien dire. en vrai de vrai, ouais, c'est vraiment ça. En plus, tu passes pour un gros con. C'est trop chiant ça. Putain, c'est trop chiant. Mais ouais. Mais un conseil si tu veux pour améliorer ton anglais, c'était tout con. Hein. Donc alors ça passe déjà soit par la pratique, donc soit tu voyages, tu fais un échange pendant quelques mois, etc. Tu fais les bails. Ou alors si tu veux rester vraiment... si tu veux pas trop mettre de moyens,
T'as juste à prendre une série, hein. Tu regardes une série Mm. en anglais, sous-titré anglais, et dès que tu vois un mot, tu l'écris, tu vas checker la définition, tu t'imprègnes, tu essayes de créer une phrase, tu revois un peu le contexte dans lequel ça a été utilisé et tu l'appropries tout simplement. En fait, faut s'approprier le vocabulaire que tu utilises. Enfin non, le vocabulaire que tu découvres. Mm. Faut pas juste se contenter de se dire ah putain ce mot est stylé, j'aime bien, un jour j'aimerais bien réutiliser, mais je sais pas comment je vais faire. Mais je le connais, je l'ai dans ma tête, je connais pas la définition, tu vois. Je vais prendre un mot par exemple. Pygmalion, tu vois. Hier, on avait fait un pendu. Pardon. Un pendu où j'avais fait deviner le mot Pygmalion. Bon, ce mot, j'ai découvert grâce à qui? J'ai découvert grâce à un rappeur qui s'appelle Bébé Jacques. Un rappeur que j'aime bien. Sa manière d'écrire, etc. Peut-être que je vais me faire boycotter, etc. À cause de Gazo. Bah, en fait, c'est parce que les gens le voient comme un cassos qui fait du rap, tu vois. Parce qu'il crie dans le micro. Mais je trouve qu'il y a une subtilité dans ses paroles et dans sa manière de poser qui sont très très profondes. C'est un avis purement subjectif, hein. Après ça n'empêche rien. Mais ce mot, Pygmalion, il l'a utilisé dans son dernier album. Je crois que c'est le nom de son dernier album d'ailleurs, je sais plus. Et justement, j'étais en mode what the fuck, le mot est trop stylé, tu vois. Je me demande ce que ça veut dire. Et donc récemment, je suis allé voir. Et comme je t'avais dit hier, en gros, c'est une personne amoureuse d'une autre qui fait en sorte de contribuer à son succès. Et genre pour l'élever à un niveau énorme, quoi. En gros c'est un peu un auxiliaire de vie mais pour atteindre des sommets, Un life coach. exactement, mais plus pendant l'antiquité quoi. donc voilà, et en vrai je trouvais ce mot vraiment, vraiment stylé déjà à l'oreille et ensuite dans la définition et genre ce qu'il représente, je trouve ça exceptionnel, tu vois. C'est vraiment stylé comme mot. Et pareil il y a des mots où je sais pas, il y a un délire, tu vois. Genre, t'entends le mot, t'es en mode ah ouais, j'aime bien ce mot. Et tu le réutilises très souvent. Genre, tu vois, naturellement, moi j'adore ce mot. J'adore ce mot. J'avais bien compris, ouais. Ouais. Est-ce que tu veux que je te donne la technique, la technique ultime pour apprendre une langue? Vas-y. La technique ultime pour apprendre une langue, c'est de tomber amoureux d'une personne qui parle la langue qu'on ne comprend pas. Genre, par exemple, une péruvienne. Par exemple, une péruvienne. Enfin, après, c'est une langue latine, donc là, ça va être espagnol, mais. Ah, quoique, bah non, pas forcément. C'est. Non. Bon, ça va se rapprocher du moins. En Amérique. Je crois que c'est majoritairement l'espagnol et le portugal qui est parlé. Portugais. Portugais, ouais. Ok, ouais. Je sais même plus. Attends, Bon, après, c'est des langues latines. Hein. Celle-là. Des langues latines. Bon, bref, je sais plus. Ouais. Mais attends, ça veut dire que si, admettons, je veux apprendre le mandarin, faut que je tombe amoureux d'une meuf qui. Bah, si tu tombes amoureuse d'une chinoise. Je tombe amoureuse. Oui. Si tu tombes. Tu doutes de mon genre. Voilà, sujet fâcheux. On s'est striké. Bref. Ouais. Non, par exemple, si tu tombes amoureux d'une chinoise, mais genre vraiment amoureux, il y aura une partie de toi qui aura envie de comprendre, entre guillemets, de la comprendre réellement à travers son langage, du coup, son langage natif, sa culture, etc. Donc tu vas t'intéresser à elle, tu vas t'intéresser à sa langue, tu vas t'intéresser à sa culture. Et avoir la motivation de comprendre, entre guillemets, la personne que tu aimes est une excellente motivation pour apprendre une langue. C'est totalement tenable et après faut tomber à chaque fois sur la fille qui parle la bonne langue et que tu peux aimer. Et je pense qu'il faut aussi avoir la motivation de se dire bon, je pars de zéro pour apprendre une langue qui existe depuis pas mal de temps quand même, tu vois. Donc après faut facteur motivation. Après, il faut que ça soit une langue qui soit un minimum utile à apprendre. Oui, aussi. Bah, je pense que le mandarin c'est quand même pas mal parce que si tu vas en Asie, c'est quand même la première langue parlée en Asie, je crois. Ah non, quoique, attends, il y a aussi l'hindi. Je saurais pas te dire. Je sais pas, mais en gros, l'Inde, ils sont là, ils sont présents. Ah bah l'Inde, après, ils sont 1 milliard dans leur pays, donc. Oui, bah ouais. Tu vois. Évidemment qu'il y a du monde qui parle. Les statistiques sont très. Voilà, c'est aléatoire. Hein. C'est de la broscience. C'est de la broscience. Ouais. Voilà, je vais juste expliquer ce qui se trouve dans ce Death Note. Vas-y, si tu veux. Simplement. Donc alors pour les petits curieux, c'est moi le petit curieux, c'est moi le curieux. Ouais. En fait, c'est un carnet qui initialement me servait d'initiation au japonais. Donc du coup, j'ai mis les différents types d'alphabet. Donc on va retrouver l'hiragana. Les kanji, c'est pas ça ? Ouais, les kanji, etc. Et en fait, c'est vraiment pour apprendre le japonais. Finalement, j'ai dormi dessus parce que c'était très compliqué. J'avais Duolingo en parallèle, mais en fait, je sais pas.
justement le fait de ne pas être dans le pays et devoir pas se forcer mais être contraint de parler la langue, bah justement genre là j'étais en mode bon bah c'est bon je vais arrêter, de toute façon le Japon je vais y aller peut-être une fois dans ma vie et c'est dans 10 Ouais. ans quoi. Ouais, c'est en mode le seul moment où tu vas réellement pouvoir l'utiliser dans le court et moyen terme, ce sera dans ta chambre pour l'apprendre. Exactement, voilà. Sans avoir de réelle utilisation, de réelle utilité à l'avoir, si ce n'est la satisfaction personnelle. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Et donc à un moment j'ai arrêté de m'initier au japonais et c'était aux alentours de attends, en 2025 ouais 2023 non si fin 2023 fin 2023 j'étais en BTS un BTS hôtellerie-restauration côté restauration. Et dans ma classe, il y avait des gens, enfin il y avait des élèves normal, qui venaient d'un bac pro en bac techno. Moi j'ai un bac général pseudo S parce que j'ai fait spécialité maths, physique, chimie. Et quand je suis arrivé dans la classe, j'ai vu le niveau. Le niveau. Je ne dis pas que tous les gens qui sortent d'un bac techno ou pro sont de ce niveau-là, mais là, il y avait un niveau. Un niveau, ma foi, compliqué à... Bref. C'était des gens, vraiment, ils étaient en cours, ils sortaient le bigot, ils scrollaient comme des mongols. Oh putain. À longueur d'heure, de journée, c'était effrayant. Et genre, moi, je faisais un peu ça, mais quand j'étais chez moi, tu vois. Je respectais un minimum le prof, vraiment, j'essayais d'interagir avec lui et genre, j'aimais bien plus ou moins les cours. C'est intéressant, ça m'apportait des choses. Et donc du coup, quand je suis arrivé en deuxième année de BTS, là je me suis rendu compte que c'est bon, j'en avais marre d'être une merde, tout simplement. Et je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bon, j'écris comme une bite. Il serait peut-être temps que j'apprenne à écrire en termes de grammaire, d'orthographe et même avoir plus de vocabulaire. Donc je me suis dit c'est quoi la meilleure façon de faire ça ? Bon bah je vais lire un livre, ça existe depuis la nuit des temps, il y a tout dedans, enfin voilà quoi. C'est pour ça que j'ai lu Tintin sur la Lune. Alors au début, ce que je faisais, c'est que je prenais des BD sans texte. Comme ça, j'avais pas besoin de lire. C'est vraiment le niveau d'osifté que j'ai atteint là, c'était exceptionnel. Bon après c'était au collège, ça va. J'avais le temps d'être con, j'avais le droit d'être con encore à ce moment-là. Bref, donc du coup, deuxième année de BTS, hop, je me rends compte que je suis une grosse bite, j'ai envie d'arrêter d'être une merde, donc qu'est-ce que je fais ? J'achète un livre. Bon, je commence par du roman, je commence à lire du roman, hop. Et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de mots que je comprends pas, ou alors, il y a beaucoup de mots que je comprends, mais dont j'ai pas du tout la définition. Mhm. Donc, du coup, parfois, je peux les utiliser de manière cuistre, et c'est-à-dire que j'utilise de manière aléatoire, et en fait, ça erronne totalement mon discours. C'est ça qui est chiant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à reprendre ce carnet, où initialement j'avais fait une initiation en japonais. Et là, j'ai commencé à mettre du vocabulaire. Et donc le premier mot que j'ai mis dans ce carnet, c'est diatribe. Critique violente. Diatribe. Diatribe, ouais. Tribe avec un B ? Diatribe, ouais. Ok. Voilà. Donc après, les définitions sont très succinctes dans le carnet parce que j'essaye de faire un mot, Une ligne ? une ligne, exactement. Donc du coup, genre ça se remplit très très vite. Et voilà. Et en fait, on peut retrouver des mots qui... Alors, il y a des mots, des expressions, des dates, des traités. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Genre, par exemple, ou même juste des notions, des concepts. Mhm. Par exemple, là, il y a un mouvement, tu vois. Le mouvement pyrrhonien. Sceptique à la manière de Pyrrhon. Donc, douter de tout, par exemple. Ou chérubin. Donc, c'est les anges mineurs dans la chrétienté. Ok. Il me semble, dans la chrétienté. Voilà. Et genre, par exemple, hop, on va retrouver plus tardivement, parce que je prévois de faire autre chose, mais ça, je vais expliquer après, des noms comme Kant, Hegel, Proust, Lamartine, Voltaire, Goethe. Et en fait, genre, vraiment, ça rassemble, ça compile tous les mots, toutes les choses que j'ai envie d'apprendre, ou du moins qui m'intéressent ou dont je suis curieux. Et j'ai envie de savoir ce que c'est, tout simplement. Un peu tous les thèmes ou C'est très transversal. C'est très transversal, il y a énormément de choses. Voilà. Donc, par exemple, j'ai des notions d'architecte,
enfin du contenu sur l'architecture, sur l'histoire, sur la philosophie, sur la médecine, sur la littérature elle-même, sur les études, donc par exemple la sémantique, la théologie, il y avait quoi d'autre? Bon, je sais plus, mais il y a plein de choses, quoi. Vraiment. Et voilà. Et ce que je prévois de faire, c'est que je vais récupérer tous les personnalités que j'ai écrites dans ce livre, enfin dans ce carnet, et ensuite je vais en faire un autre carnet, en gros qui va faire les biographies des personnalités que j'ai retrouvées et dont j'ai envie de m'imprégner ou j'ai envie d'en apprendre plus. Comme ça, pareil, ça contribue à ma culture, ça contribue à mon vocabulaire, et du coup, je suis plus pertinent à l'oral. Est-ce que d'une certaine manière, c'est pour me démarquer des autres? Non, je ne pense pas. C'est plus vraiment par intérêt personnel. Parce que je me voyais pas rester dans la même caste sociale que les gens avec qui j'étais en BTS. Certes, c'est très dénigrant vis-à-vis d'eux, c'est très discriminatoire, mais voilà, moi j'ai eu cette clarté d'esprit, je me suis dit bon, c'est bon, je vais arrêter d'être le Golemon, tu vois. Même encore, j'ai un peu une étiquette de Golemon aujourd'hui. Il y a des gens qui me prennent encore pour un Golemon. Bon, après, voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. Voilà, j'essaye de me démarquer à ma façon. Est-ce que c'est pour une quête de reconnaissance d'une certaine façon? Oui, parce que c'est universel. Et l'ego, c'est quelque chose qu'il faut satisfaire en permanence. Donc, voilà, simplement. Donc, voilà. Et là, dernièrement, je suis sur le contrat social de Rousseau. Petit placement de produit. Bon, il est mort, hein, donc je pense que c'est parti dans le domaine public. On l'a appris en droit, donc voilà. Bref. Et voilà, et donc là, c'est un peu bon, j'ai lu les 10 premières pages. Critique de la société. C'est très large hein, quand je dis ça. Mais il reprend les fondements de la politique, de la notion d'esclavage, de la puissance, de la démagogie, tout ce qui en fait construit l'environnement social. Et pourquoi c'est de la merde. Et voilà, tout simplement. Pourquoi on se fait baiser en fait. Exactement. Pourquoi la politique c'est un scam. Exactement. Mais c'est réellement un scam. Hein. Mais les gens ne savent pas. Est-ce qu'on aborde ça dans... Et tu sais pourquoi les gens ne savent pas? Parce qu'en fait, je pense que les gens n'ont plus le temps d'observer. Ok, donc on aborde le thème de la politique, épisode 2. Bon, encore une fois, il y a des gens qui traitent le sujet de façon plus claire et plus intelligible que nous. Et ils ont beaucoup plus de connaissances sur ce sujet. Donc voilà. Mais voilà. Ce que je voulais dire, c'était... personnellement, quand j'étais au collège, je trouvais que j'avais pas d'identité. Je trouvais que j'étais très très fade. Le PNJ originel. Exactement. Mais c'est même pas genre PNJ, c'est juste genre je trouvais que j'avais une personnalité mais nulle. Mais genre inexistante. Genre vraiment c'était de la merde. J'étais là, j'étais en cours. Ouais. C'est tout. Exactement. Et genre en fait, du coup ce que j'ai fait, c'est que pour m'intégrer, en gros j'observais les gens qui étaient populaires. Du coup ce que je faisais, c'est que, comme tout le monde fait aujourd'hui, j'essaye de suivre les tendances. Du moins j'essaye de comprendre les tendances pour m'en rapprocher et avoir une meilleure personnalité. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais juste que copier les gens. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai encore moins d'identité qu'avant, quoi, tu vois. Avant, je me contentais d'observer, maintenant, j'essaie d'imiter. C'est de la merde, genre, vraiment, ça... Et genre, je sais pas, j'arrivais pas à me retrouver, je sais pas. Et... je me retrouvais pas, tu vois. Quand je dis j'imitais, donc par exemple, s'il y a une expression, s'il y a... une attitude en particulier, j'essayais de me l'approprier pour l'imiter et me dire ah vas-y regardez moi je suis comme ça et tout, je suis incroyable, prenez exemple sur moi. Vous voyez les gars cool d'à côté, je suis pareil, donc exactement. Je suis aussi cool. Je suis cool. Ouais, c'est ça. Cool. Et j'allais dire c'est un sentiment, enfin pour rebondir sur ce que tu disais il y a 2 secondes en mode j'avais pas de personnalité, je trouve que c'est un sentiment qui est assez bizarre de se rendre compte que déjà on est genre nous et en plus que mine de rien, malgré le fait qu'on soit nous et qu'on se côtoie tous les jours, c'est pas forcément évident de se connaître véritablement. Oui. Et le moment où tu te rends compte de ça, tu te dis putain, mais attends, mais je suis qui, je suis quoi? Ouais. Qu'est-ce que je branle là? Et à partir de là, tu commences à te poser beaucoup de questions. Et oui. Et c'est très très profond comme sujet parce que ça peut t'amener jusqu'à un... Comment on dit ça? Manque de vocabulaire. Non, non, c'est pas ça. Je voulais utiliser un mot en plus, mais je sais plus ce que c'est. En gros, ça t'amène au bord d'une falaise
qui fait que bah, la falaise, c'est genre toi, ta vie et tout. Et genre la chute de la falaise, enfin genre quand il n'y a plus de falaise, c'est le moment où tu te rends compte que tout ce que tu viens de faire depuis le début, bah tu l'as pas réellement fait pour toi, mais tu l'as plus fait pour les autres. En fait, tu as cherché à ce que les autres à ce que les autres mettent des mots sur toi pour que tu puisses t'identifier à ces mots et te dire ok, du point de vue des autres, je suis cette personne, donc mon identité c'est ça. Je suis ça. Tu te définis par rapport au regard des autres. Je suis gentil, je suis méchant, je suis raciste, je suis pas raciste, je suis gay, je suis pas gay. Des trucs comme ça. Et c'est là que justement il y a le phénomène des cases, la catégorisation. Et c'est ça qui est triste d'un certain côté, c'est que tu es juste victime du regard des autres. Tu dépends des autres. Et ça t'affecte profondément parce que en te basant sur le fait que tu te démarques par le regard des autres, bah naturellement quand tu prends justement la conscience que finalement qui je suis, et bah genre c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que la notion d'identité c'est hyper flou. C'est tellement large. Voilà. C'est abusé. Juste pour en finir sur le collège, donc j'observais les gens et tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai tiré des conclusions. Genre, comme tout le monde, j'ai mis des étiquettes sur des visages, sur des comportements, et je me suis dit, bon, ce comportement-là, il correspond à ce genre de personne, donc naturellement, si dans 10 ans, je revois une personne qui a le même comportement, je dirais que c'est la même personne. Tu vois. Donc, je vais tirer les mêmes conclusions que j'ai tirées avant. D'un certain côté, c'est pas faux. Genre, je pense que naturellement... ça t'est déjà arrivé de mettre plusieurs fois la même étiquette sur plusieurs mêmes personnes parce que justement elles avaient le même comportement. Voilà. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'observais et j'imitais. J'essayais de m'approprier des comportements qui... Est-ce que ça me correspondait ? Je ne sais pas. C'est pareil, ça dépend du regard des gens. Donc voilà, je faisais ça. Et je sais plus jusqu'où je voulais en venir. Je pense jusqu'au moment où je suis arrivé en BTS et là je me suis dit putain c'est vrai qu'en fait en m'observant moi-même, en faisant de l'introspection finalement et par ailleurs de la rétrospection aussi, c'est à dire que tu te projettes dans le regard des gens, tu prends leur place et tu regardes à travers leur prisme, leur point de vue. Je vais juste rebondir là-dessus. Vas-y. Est-ce que t'as regardé Bref 2 ? J'ai regardé le premier épisode. T'as regardé le premier épisode. Dans ces cas-là, je vais pas te spoil et je vais pas spoil, mais il y a un concept qui est très intéressant qui est abordé vers la fin de la deuxième saison. C'est le fait de, on va dire, le personnage principal va essayer de se mettre à la place justement des personnes qui sont amenées à le voir là. Ok. C'est assez particulier et c'est imagé d'une manière qui est hyper intéressante dans la série. C'est en fait, il va voir la personne. Ah non, attends, c'est même pas ça, c'est... Il va en fait chercher à faire en sorte que la personne avec qui il discute prenne un regard extérieur sur lui-même. Par exemple, je sais pas, imaginons, je vais voir une personne, je m'embrouille avec elle, etc. Après, je suis énervé et dans la voiture, on discute. Et toi, tu vas me dire, je comprends que tu aies réagi comme ça et tout, mais regarde, si tu te mets à la place de la personne qui est en face de toi, elle a juste croisé un gars qui lui a crié dessus, etc. Et à partir de là, on va dire, il y a tout un raisonnement qui commence et tout un développement d'une manière, on va dire, de justement rétrospection qui va faire en sorte que le personnage, on va dire, évolue. Ouais. Je suis plus sûr si c'est le rétrospection ou l'outrospection. En gros, t'as l'intro, rétro et outro. Je sais plus lesquels c'est. Enfin, l'intro, je sais, mais rétro, outro, je sais plus lesquels c'est. Ah oui, parce que mais je connais pas la définition. Il y a cette chose, ce fait de se projeter dans les autres et regarder comment, comme tu as expliqué en fait. Mais du coup, si on va dire l'un des 3 mots au-delà de introspection, c'est du coup se mettre à la place d'un autre pour se regarder soi-même, c'est quoi le 3e ? Attends, alors il y a celui où tu t'interroges sur toi-même, il y a celui où tu te projettes dans celui des autres pour te regarder toi ou pour regarder pour te regarder toi, je crois. Et le 3e, c'est juste se mettre à la position de... Attends. On va checker les définitions rapidement. Putain. Je sais plus, à un moment j'avais fait... Je m'étais intéressé à ça. Mine de rien, putain, la langue française, c'est une langue qui est tellement riche.
Mais dis-toi que Je trouve ça fou. le pire, c'est que j'avais regardé une conférence où, en gros, il disait que la langue anglaise apportait beaucoup plus de matière à réfléchir que la langue française. Sérieux? Et genre, c'était plus accessible. Hmm. C'était plus accessible. Je crois que c'était un truc comme ça. Je sais plus, c'était une conférence de. Je crois d'une école de Paris ou quoi. Dans le sens où du coup t'as le vocabulaire anglais est peut-être plus abordable, ce qui fait que l'accès à un certain niveau de vocabulaire et de culture est peut-être plus abordable et donc plus atteint par les Anglais. Quoi? Quoi? Attends, je suis en train de lire les bails. Non, en gros, non, en fait, du coup, j'ai dit de la merde. Rétrospection, c'est le regard porté vers le passé. L'analyse de ce qui a été vécu, on y trouve souvent une évaluation des succès, des échecs et des apprentissages. Donc, c'est tout ce que tu as tiré du passé et qui a un impact direct sur toi dans le présent. D'accord. Introspection, c'est le regard tourné vers l'intérieur, l'exploration de soi, etc. Et outrospection, c'est une observation vers l'extérieur, une observation du monde, des interactions et de la place qu'on y occupe. Donc, ouais, ce serait plus outrospection, du coup. Mais du coup, introspection, ça veut pas forcément dire se mettre à la place d'une personne et nous regarder nous, c'est se mettre à la place du monde extérieur et nous regarder. Je pense que tu peux. Bah, le monde extérieur, c'est qui? C'est forcément les autres. Voilà. Donc, tu te mets à la place des autres. Tu te mets à la place Dieu. de l'opinion publique, je pense, avant tout. Tu te mets d'abord à la place de l'opinion publique parce que c'est elles qui ont mis en place le concept de la morale. D'ailleurs, très pervers, mais le concept de la morale le repose sur le concept lui-même de la morale. Elle-même de la morale, plutôt. La morale repose sur la morale. Bah vas-y, développe, hein, ce que je te dis. Pourquoi? Alors en fait, je pense, petite science bro, le concept de moralité, il a été plus ou moins créé ou modelé à travers des légendes ou des contes qui ont été créés, imaginés, inspirés de faits réels. Mhm. On est parti du principe que tuer c'est mal et que aider son prochain c'est bien. Voilà. Donc du coup on distingue deux personnes, on va dire. Si la personne morale, enfin si c'est une personne morale, alors ce sera une personne, on va dire, ordinaire, parce que justement elle va se contenter d'aider son prochain, de faire tout ce qui est bien pour contribuer à la bonne santé mentale de tout le monde et à la bonne santé physique aussi de tout le monde. Et d'un autre côté, tu vas avoir la personne extraordinaire, donc la personne complètement démesurée, qui va tuer, qui va faire tout ce qui est immoral, et donc du coup qui va nuire à l'ordre public et à l'opinion publique d'un point de vue étatique. Donc pourquoi le concept de morale repose sur la morale elle-même? Parce que les contes et légendes qui ont été créés à partir de faits réels disaient que tuer c'est mal. Donc du coup on en a tiré que la morale de tuer c'était mal. Donc c'était immoral. Tu me suis? Plus trop. D'accord. Il y a les contes et légendes Ouais. qui sont inspirés de faits réels. Ouais. La morale de ces contes et légendes, Uh-huh. c'est dire que si un tel dans cette légende il a tué par vengeance, Uh-huh. c'est bien et en même temps c'est mal. Uh-huh. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui. C'est mal, mais c'est raisonné. Voilà, exactement. On va dire que c'est rationnel. Rationnel, ouais. Parce que d'un point de vue extérieur, se venger parce que un tel a tué ma femme, c'est légitime en soi. Mhm. Donc voilà. Et putain. Donc voilà. Et donc pourquoi la morale repose sur la morale? J'ai perdu mes mots, ça me casse les couilles. J'ai perdu mon fil de pensée. Faut que Pourquoi je voulais t'apprennes dire du ça? vocabulaire, mec. Ouais, je crois. Non, mais putain, mais en plus, c'était il y a quelques jours, j'ai compris le truc, mais je me suis dit que ça allait être très très compliqué de l'expliquer. Ouais, bah c'est le cas. Mais du coup, oui, en gros, voilà. Pourquoi, à partir de quoi tu dis que c'est moral? Bah, tu définis la morale par une morale, en fait. Par une morale qui a été définie à l'époque. Oui, en gros, t'as dit que tuer c'est mal, donc c'est immoral. Et pourquoi tu dis que c'est immoral? Parce que la morale a dit que c'était immoral. Parce qu'on s'est basé sur des contes et légendes qui ont inspiré de faits réels. Et qu'on a dit que ça, c'était mal. D'accord, Tu mais vois dans ces cas-là, est-ce que ce serait pas simplement se dire que notre morale se base sur les principes moraux
qui ont été installés avec les premiers contes et légendes et par rapport à Exactement. nos ancêtres. Exactement. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément que la morale repose sur la morale, c'est que notre morale repose sur la morale de nos ancêtres, qui repose sur la morale de nos ancêtres et qui est transmise de génération en génération. Du coup, la morale elle repose sur quoi? Oui, bon, mais techniquement, si tu englobes la morale de l'humanité en un point, Ouais. plutôt qu'une morale qui se transmet de génération en génération, est-ce qu'on peut dire que la morale générale repose sur une La- moralité? La première morale. On va dire que les 10 commandements. Premier commandement, tu ne tueras point. Mhm. N'a jamais été respecté en soi. C'est vrai que bon, pour le coup, Donc c'est immoral d'un point. En fait, ce qui est même encore pire que tout, c'est que personne sur Terre n'est moral. C'est un truc de ouf, hein. C'est très 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 C'est-à-dire philosophique et très projeté. Mais voilà où je voulais en venir en fait. La morale repose sur la morale. Et c'est un concept. Donc c'est ça encore pire. D'ailleurs, le mot concept est lui-même un concept. Et ça aussi, c'est pervers. le mot dictionnaire, qui est un mot qui regroupe des mots, est lui-même un mot. Mais voilà, c'est pour ça que avoir un regard sur le passé et savoir comment chaque chose s'est construite, etc., ben, c'est intéressant. Parce que justement, ça permet de mieux comprendre dans quel environnement tu évolues et pourquoi il en est arrivé ici, pourquoi il a été construit comme ça. Et voilà, pourquoi il y a eu tel décret qui a engendré quel machin. Nan, nan. C'est comme les lois, quand le prof de droit il avait dit oui, donc voilà, le délit de filouterie au début du 19e siècle, 18e siècle, je sais plus. C'est pas 20e siècle, dans les années 1900, Ouais, je 1904, crois, ouais, 20e. si je me souviens bien. Ouais, un truc comme ça, la con. En gros, c'était un gars qui avait fait un resto basket Ouais. et il n'y avait pas de loi pour contrer ça. Donc, du coup, ils ont dit bon, Hassoul, ça. Le délit de C'est- filouterie, c'est partir sans payer de son resto. Voilà, le resto basket, quoi. Du coup, bah, ils ont dit bah ouais, mais avant ça n'existait pas. Donc, bon, bah, du coup, maintenant on va le mettre, c'est le délit de filouterie. Et voilà. Donc, si vous faites un resto basket, c'est que vous faites un délit de filouterie. Et c'est très immoral. Si vous n'avez pas payé. Partir sans payer, c'est mal. Ah parce bon que qui a dit que c'était mal? 19e siècle, 1873, le délit de filouterie, dans le code pénal. Combien? 1873, il est marqué. Ok, A ouais, été putain, introduite 19e dans siècle. notre droit par la loi du 26 juillet 73, pardon, modifiée par celle du 28 janvier 1937. Ok, ouais. Il y a eu des petits contournements entre temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Où on en était? Je sais même plus. Putain. Mais je crois, je parlais du livre du contrat social de Rousseau. Voilà. On J'ai a eu enchaîné une sur première l'identité. page. Exactement, l'identité. Ah oui, putain, l'identité, c'était pas mal ça aussi, c'était intéressant. D'ailleurs, mec, je vais juste vérifier, est-ce qu'on enregistre bien? Ouais, on enregistre bien. Imagine, depuis tout à l'heure, on n'enregistre pas. Ça Je serait vais- quand même je vais- vachement drôle. Je vais quand même vérifier. Oh, c'est bon. Les mecs débitent depuis le début. Oh, yeah. Ça fait combien? Ça fait 30 minutes qu'on tourne, imagine. Mais tu sais que ça... Oh, tu sais que ça m'est déjà arrivé un truc comme ça? Ok, vas-y. Les premières vidéos que j'ai faites, Mhm. il faut savoir que j'avais pas de setup. Du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'avais mon bureau qui Ouais. était contre un mur. Ouais, Je posais des boîtes de Blu-ray les unes sur les autres ouais. pour ensuite poser mon téléphone Ok. que j'allais scotcher sur le mur pour faire en sorte qu'il tienne. Et il faut savoir que sur, en tout cas les iPhones, la caméra frontale et la caméra frontale qui est juste ici et la Ouais. caméra dorsale qui est derrière n'ont pas la même qualité. D'accord. Avec la caméra dorsale, tu vas pouvoir faire des enregistrements qui sont peut-être plus qualitatifs Ouais. et en même temps c'est totalement logique. Pourquoi est-ce que Apple foutrait deux appareils photo d'une qualité haute alors qu'ils peuvent simplement en foutre un seul d'une qualité haute et dire hey, notre caméra elle est super, ça coûterait plus, ce serait moins rentable. Ouais, en plus, genre, quand tu photographies avec ta caméra dorsale, bah, tu vois ce que tu photographies. Avec la frontale, pareil, mais. Je sais pas, il y a un délire. C'est juste, tu peux pas C'est prendre subtilité, une photo de quoi. toi, Ouais, voilà. tu peux juste pas C'est prendre ça. une photo de toi avec la caméra dorsale. Voilà, tu vas pas te retourner sur ton téléphone parce que sinon tu vois pas ce que tu prends en photo. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle, ouais. Et une fois, je pose mes petits Blu-ray sur le mur, Ouais. je pose mon téléphone sur le Blu-ray, je le scotche. Et avant de le scotcher, du coup, je lance l'enregistrement. Ce qui fait Ouais. que je lance l'enregistrement, je pose le téléphone comme ça, enfin du coup, Ouais. comme ça, Ouais. et ensuite je tourne ma vidéo. Ouais. Et ensuite, à chaque fois que je dois cut quelque chose, je cut. Au final, un rush de 45 minutes va devenir 12 minutes. Ouais. J'ai ma vidéo. Ok. Je tourne ma vidéo. Et en regardant le rush, je vois quoi? Je vois que la vidéo, c'est un mur noir. Ce qui fait que j'avais la caméra frontale
et j'avais posé le téléphone comme ça sur le mur. Ah putain. J'ai vu ça, j'étais dépité. Ah, les salades. J'avais trop la haine et j'ai fait bon, on la retourne. En vrai, ce que tu aurais pu faire, c'est capturer juste l'audio et faire une autre présentation, genre un truc plus Oui, animation, un truc- etc. Mais ça ouais. demande plus de moyens. Bah, en fait, le fait est que moi j'ai remarqué un truc quand je tourne des vidéos, c'est que quand je tourne une vidéo, le premier rush que je fais, en fait, quand je termine le premier rush que je fais, Ouais. je suis tellement dans le mood de la vidéo et dans ce que je dis que ça m'est déjà arrivé de tourner genre les 10 premières minutes de la vidéo et de dire allez, je recommence. Parce que t'es Parce pas que je satisfait ou- suis pas assez, je sens que je peux mieux faire. Ok, ouais, d'accord. Du coup, en fait, je me suis dit bon, c'est un mal pour un bien, je vais la refaire, mais le premier rush qui a duré 45 minutes, là, il va durer 25 minutes parce que je vais prendre beaucoup moins de temps à dire ce que je veux dire et je serai bien plus persuasif et bien plus compréhensible dans ma vidéo. Donc ce sera mieux. Ok, d'accord, ouais. Bah, En fait, c'est... Voilà, t'es pas satisfait de toi et donc du coup tu préfères faire quelque chose de plus qualitatif Ouais, pour, c'est ça. pour que ça représente mieux ton travail en fait. Par exemple, ce podcast, le premier épisode. Ouais. Voilà. Un premier G quoi. C'est un Finalement. premier jet, et bah on aurait très bien pu retourner l'épisode en disant la même chose, mais avec un cadre qui serait mieux. Ouais. Avec par exemple, je sais pas, la vidéo qui serait pas en grand angle, qui a fait que la vidéo soit en 1280 par 1280 par 700 je crois. 1280 par 720, ouais, c'est ça. Ensuite, il y avait un problème avec la. Ouais, je veux bien. Il y avait un problème avec la stéréo de mon micro parce que je sais pas comment ce micro est foutu, mais on l'entend que de la gauche. Du coup, il faut que je le foute dans un logiciel de montage et que je mette un effet. On entend droite avec gauche et on entend gauche avec droite, histoire que ça soit pareil des deux côtés. Sauf que j'ai fait l'enregistrement dans le mauvais format et je ne pouvais pas le convertir parce que le fichier était trop lourd. Bref, c'était la merde. Mais ok. Après là du coup on va pas faire la même erreur. On a mis. Enfin t'as Bah, ajusté les. on pense avoir fait mieux. Donc là, normalement, la vidéo est en 1920 par 1080. Le cadre est normalement un chou mieux. Peut-être que la caméra est mal placée ou qu'elle pourrait être mieux placée ou elle pourrait être mieux inclinée. Maintenant. C'est le deuxième épisode. Hein. Ouais, c'est Je pense qu'on a pas fait encore une seule vie sur le premier donc. C'est ça, ouais. On va peut-être, entre guillemets, apprendre avec le temps. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que je disais pendant le premier podcast, mais putain, mes premières vidéos par rapport à mes dernières vidéos, le jour et la nuit. Le Ah jour oui. et la nuit. Et tu regarderas à l'occasion où vous regarderez si vous voulez, toutes mes vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à toutes les regarder, genre toutes les regarder. Mais la première vidéo que j'ai faite, gros, mon téléphone il était posé déjà avec la caméra frontale. Ouais. Je regardais le rush pendant toute la vidéo, je regardais pas la caméra. La moitié des blancs n'étaient pas coupés. Oh, putain. Et la vidéo était. Et l'écriture du texte était à moitié faite. C'est-à-dire que j'avais juste des points. Ah, et du Et coup, ouais. pas un texte qui est réellement écrit. Là, pour le coup, il y a deux écoles. Soit tu vas écrire ton texte de A à Z, ce qui va peut-être enlever un chouille d'authenticité parce que ton texte est écrit à l'avance. Mhm. Cependant, tu vas gagner en ratio information dans ta vidéo par temps. Ouais. Imaginons si Tu tu vas être donnes... plus pertinent en fait. C'est ça, on va dire forcément comme ton texte est préparé à l'avance, que tu vas Ouais. plus le réfléchir. Ce sera efficient. Que chaque mot entre guillemets est à sa place pour une bonne raison. Tu vas dire par exemple beaucoup plus d'informations sur une même durée de vidéo. Ouais. Ou tout du moins la vidéo avec le même nombre d'informations sera plus court. Peut-être aussi pour ça que les podcasts ça existe finalement. Pour C'est pour peut-être approfondir un sujet parce que justement tu veux pas le condenser mais tu veux plutôt l'étirer parce que c'est un sujet très intéressant à traiter ou alors peut-être que tu as beaucoup de choses à Non, parce que, je pense pas, parce que imaginons que tu as envie de traiter d'un sujet qui est très précis, tu peux très bien faire une vidéo avec beaucoup d'informations sur ce sujet et qui est très longue. Oui. On pourrait très bien faire ce même podcast, mais avec des coupures, et au lieu qu'il fasse 1h30, il ferait 50 minutes, Ouais. et on garde toutes les informations les plus importantes. Ouais. Cependant, le cadre, la forme d'un podcast va à contre-courant de la surproduction entre guillemets qu'on voit avec YouTube en ce moment, notamment par exemple les vidéos des youtubeurs qui sont hyper mainstream comme Squeezie, Mastu, etc. On est passé quand même, pour Mastu par exemple, on est passé d'un mec qui faisait des vidéos dans sa chambre
à un mec qui, enfin même par exemple pour Squeezie qui est un exemple qui parlera peut-être plus, mais Squeezie à l'époque il faisait des petites vidéos de jeux vidéo, il y a peut-être un monde où il faisait son montage lui-même, et maintenant on passe sur des vidéos qui sont hyper produites et qui ressemblent beaucoup plus à un jeu télé qu'à une vidéo YouTube. Il y a carrément un casting, il y a toute une équipe, maquillage, enfin il y a tout quoi. C'est ça. Donc et d'une manière générale, on va dire quand on part trop dans une direction, de temps en temps, aller dans un total contre-courant, c'est quelque chose qui marche souvent. Parce que par exemple dans les vidéos qui sont beaucoup produites, je pense pas forcément aux vidéos de Squeezie ou les vidéos de youtubeurs mainstream, mais imaginons, je sais pas, une vidéo d'un mec qui parle d'un sujet, il va condenser sa vidéo pour faire en sorte que tout soit à peu près efficace, efficient et rapide. Ça va, on va dire, bien plus stimuler le cerveau des personnes qui vont regarder, et c'est logique parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui vont arriver dans le cerveau de la personne. Et à un moment on est arrivé à un ras-le-bol avec TikTok qui a fait en sorte que les personnes avaient envie de regarder des contenus qui sont peut-être plus calmes, moins condensés et peut-être plus posés, plus calmes tout simplement. Et c'est en partie pour ça que je pense que le format podcast a explosé ces dernières années. C'est parce que on est arrivé à une sorte de ras-le-bol général qui a fait en sorte que les gens avaient envie de regarder des contenus qui sont peut-être moins stimulants. Ouais, bah, c'est clair. Et de toute façon, même genre le court contenu, ce que propose TikTok, genre je pense qu'on sait tous pourquoi on le fait, c'est parce que ça passe le temps rapidement. Mais parfois, ça passe tellement le temps rapidement que tu te rends compte que finalement, à la place de faire passer le temps, t'en as perdu un peu aussi. Parce que initialement, tu voulais peut-être gagner 15 minutes, tu voulais faire passer 15 minutes, mais en fait, t'en as perdu 5 parce que t'allais jusqu'à 20 minutes, tu vois. Et ça, tu t'en es pas rendu compte. Et souvent, c'est plus, t'en as perdu 45 parce que t'allais jusqu'à 1 heure. Exactement. T'étais aux toilettes et après t'as des fourmis dans les jambes quand tu te lèves. C'est ça, ouais. Mais ce qui est très vicieux avec TikTok, c'est que moi, je pense que notre cerveau fonctionne beaucoup par habitude. Genre avec les gestes et les réflexes? Non, plus au niveau hormonal. Je m'explique. Oh là, c'est intéressant ça. Plus au niveau hormonal. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que tu as 2 enfants. Un enfant qui est né dans une famille immensément riche et un enfant qui est né dans une famille, entre guillemets, classique, classe moyenne, ce que tu veux, il est allé à l'école, etc. Je pense pas que, on va dire, l'enfant qui est né dans un truc hyper riche et physiologiquement parlant plus heureux, aura tendance à être physiologiquement parlant, à être plus heureux que la personne de la classe entre guillemets sociale moyenne, parce que entre guillemets son cerveau s'est habitué à je sais pas, envoyer de la dopamine, de la sérotonine, tout ce que tu veux, en fonction de son référentiel. Son référentiel, c'est quoi? C'est une maison luxueuse. Et c'est la même chose pour une personne qui vient de la classe moyenne. On va dire, la personne a grandi dans un référentiel qui est différent, mais on va dire le cerveau humain, je pense, tout de même fonctionne de la même manière et va procurer du plaisir pour, entre guillemets, survivre. C'est pour ça que, par exemple, t'as faim, tu vas manger, tu vas te sentir mieux après. C'est parce que ton corps veut que tu survives, donc il va te faire manger, il va te faire boire, il va te faire respirer. D'accord. J'aimerais bien faire après un autre sujet par rapport au corps. Ça va être sympa, ça, c'est sympa. Bon, si Vas-y, tu continue. veux. Non, après j'ai un peu fini, mais du coup, juste pour développer un petit peu, malgré le fait que la personne riche aura plus facilement accès à des plaisirs puissants et récurrents, je pense que dans le cerveau des gens, on va dire, c'est à peu près la même chose. C'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que dans le cerveau des gens, on va dire, c'est à peu près la même chose, parce que selon le référentiel dans lequel tu as grandi, les niveaux de plaisir que tu vas obtenir, donc forcément dans une personne de classe moyenne, ils seront moins hautes, parce que je sais pas, le mec qui est riche, il va en vacances tout le temps, il a accès à des plaisirs hyper puissants parce qu'il a de la thune, sauf que, on va dire, son niveau de bonheur va s'habituer à ces plaisirs qui sont très puissants. Et la personne qui est dans une classe moyenne, elle va s'habituer à des niveaux de bonheur ou à des niveaux de plaisir, je pense que c'est plaisir plus que bonheur, qui sont moins puissants, mais il va le ressentir je pense qu'il va le ressentir de la même manière que la personne qui était riche, parce qu'ils sont, entre guillemets, dans des référentiels qui sont différents et qui sont adaptés à la vie de chacun. Et d'une certaine manière, heureusement, parce que sinon il y aurait littéralement que les ultra riches qui auraient la possibilité d'être très heureux. Et pour faire
une comparaison ou faire quelque chose de plus imagé, en fait, c'est comme si tu avais deux individus. Donc, il y en a un qui est classe moyenne, l'autre qui est classe haute. Mhm. Genre, on va dire, ces darons, disons, je sais pas. Allez, il y en a un, c'est, je sais pas, on va prendre un exemple. Banlieue, et l'autre, c'est genre au château. C'est ça, ouais. Voilà. Donc lui, celui de la banlieue, tu vois, il va avoir besoin d'un véhicule et genre par exemple, il veut, je sais pas, une BMW, il veut une BMW. Mais il sait que ça va lui demander peut-être 5 à 10 ans pour l'avoir. Et de l'autre côté, t'as le riche qui lui veut une Lambo, mais pareil, ça va lui demander 5 à 10 ans. Mhm. Et ben genre, tu vois, ils vont arriver au même seuil et ils auront atteint les mêmes besoins et la même Satisfaction la même personnelle. satisfaction personnelle. Sauf que regarde, donc là on a celui avec la Lambo qui est dans une classe riche, et là on a celui de la BMW qui est dans une classe banlieusarde moyenne. Et ben genre si lui il accède à la Lambo, il sera 2 fois plus satisfait et ouais, satisfait personnellement de son acquis, tu vois. Et ça dépend du cadre du référentiel, comme tu dis. Je pense que ça dépend du référentiel, mais d'une certaine manière, si on prend l'exemple de la BMW et de la Lambo, dans les deux exemples, on va dire les voitures ont l'image de la voiture de rêve de la personne. Ouais, en fait. Donc forcément, si ta voiture de rêve, entre guillemets, tu travailles 5 ans pour l'avoir, c'est une voiture qui coûte, je sais pas, 50 000, je pense que tu auras le même niveau de satisfaction que si tu travailles 5 ans pour avoir ta voiture de rêve qui est une voiture à 500 000 si tu pars de base avec une capacité de création monétaire ou de création de richesse qui est plus élevée, proportionnellement ou pas, je sais pas, que la personne avec la BM. Ouais, vu comme ça, ouais. Mais après, techniquement, est-ce que la personne qui a la BM, qui, imaginons, je sais pas, elle a, entre guillemets, elle est intelligente, etc., elle gagne plus d'argent, elle arrive à une création monétaire qui est supérieure au mec qui est riche, et il arrive à avoir une Bugatti qui est au-dessus de la Lambo, Ouais. est-ce que ce mec est 20 fois plus heureux que le mec qui est riche? Je saurais pas le dire parce que Bah, je pense s'il fait une rétrospection, maintenant qu'on connaît le mot, il pourra se dire que oui, il est parti de pas grand chose et il a réussi à arriver très très haut, tu vois. D'un côté, donc je pense qu'il y aura plus à la fierté que la satisfaction. je Après, sais c'est pas. pareil, c'est un autre truc. Je sais pas, après je pense que du coup ça dépend beaucoup du référentiel parce que Ouais. ça va aussi dépendre de l'image à laquelle tu donnes, enfin quelle image on va dire, enfin que représentent tes objectifs ou ce que tu atteins pour toi. Si ta BMW c'est ton objectif ultime, mais ultime sa grand-mère, genre c'est, Ouais. tu sais, c'est Et les tout voitures à 8 l'accomplissement, milliards d'euros. Ouais. C'est les voitures à 8 milliards d'euros, Ouais. bah je pense que c'est... Ouais, est-ce que c'est la même chose que le gars qui, entre guillemets, veut une BM et la BM c'est son objectif ultime? Je pense que c'est un peu la même chose, sincèrement. Bah, pour moi, ouais. Mais ça dépend, encore une fois, comme tu as dit, du référentiel, du cadre de référence. C'est ça, imaginons je vais prendre des trucs qui sont très binaires et très compréhensibles. Si ton objectif c'est, allez, on va prendre l'exemple de notre cher Antoine Blanco qu'on a évoqué pendant le podcast précédent. Si ton objectif c'est de faire, je sais pas, 10K par mois, si la personne d'à côté, son objectif c'est de faire 100K par mois, si la personne qui veut faire 100K, elle a, je sais pas moi, 50 000, bah techniquement, est-ce qu'elle est heureuse d'avoir atteint son objectif? Non, parce qu'elle ne l'a pas atteint. Ouais. Elle aura peut-être une satisfaction parce qu'elle est dans le processus. Mhm. Et moi, je pense que qu'une partie du bonheur vient, on va dire, du fait de avoir un objectif et d'être en travail pour l'atteindre. Mais de l'autre côté, si une personne a réussi à atteindre son objectif de 10K par mois, malgré le fait qu'il soit inférieur à l'objectif d'à côté, bah, je pense que cette personne aura la satisfaction de se dire j'ai atteint mon objectif ultime, donc Je suis satisfait. je suis accompli, satisfait. Après, c'est pas parce que tu atteins un objectif que tu t'étais fixé pendant une période donnée que tu vas être Parce heureux. que, Enfin, moi, je suis pas assez expérimenté dans la vie pour pouvoir réellement. Enfin, j'ai pas assez de data, on va dire, dans ma vie personnelle pour pouvoir réellement vérifier ce que je vais dire. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent de couches d'objectifs. Où du coup, imaginons ton premier objectif, on va prendre un truc qui est très binaire, toujours pour que ça soit très compréhensible, mais imaginons ton premier objectif, c'est 5 000 euros par mois, tu vas l'atteindre. Ensuite, ton prochain objectif, ça va être 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. Ouais, tu fais des paliers. Et tu fais des paliers, et en fait, tu avances techniquement comme ça, où dès que tu atteins l'objectif que tu t'étais donné, techniquement,
tu vas entre guillemets chercher à avoir un nouvel objectif, une nouvelle raison de te lever le matin. Donc, ton cerveau va aller chercher autre chose. Peut-être que ça va être ton objectif que tu as atteint en mieux, 5K, 10K, 20K, 100K. Ouais. Peut-être que ça va être quelque chose qui est totalement différent. Tu as 10 000 balles par mois. Peut-être que ton nouvel objectif, ça va être de, je sais pas moi, créer ton garage pour rénover tes voitures. Ouais. En fait, faut que ce soit. Faut que ça évolue. Il faut que tes rêves ou tes objectifs évoluent en fonction de comment tu les atteins, peut-être. Parce que c'est vrai que, genre, regarde, si t'avais un objectif en tête, que tu le réalises et que t'as rien d'autre. Genre, tu sais plus quoi faire. Genre, par exemple, je sais pas, genre, moi, je prévois juste d'avoir une big villa, d'avoir une bête de voiture, d'avoir tous les bêtes de trucs qu'il me faut. Mais une fois que j'ai tout ça, et que, genre, je peux satisfaire n'importe quel désir, bah, je me dis, bah, c'est chiant, quoi. Genre, comment je vais faire après? Genre, je vais m'ennuyer. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens comme Elon Musk qui, finalement, se disent, bon, bah, on va coloniser Mars, en fait. En fait, le mec il avait tellement tout sur mesure, enfin, tout sur l'instant T que... Le mec d'une certaine manière, il est... peut-être que les personnes qui détestent Elon Musk et du coup par définition Trump, parce que maintenant ils se sont un peu ligués ensemble, vont pas accepter ce que je vais dire, mais Elon Musk c'est un mec qui est hyper fort. Enfin c'est quand même un mec qui a réussi à créer une boîte, à la vendre et à se dire putain, j'ai envie de la racheter, je vais créer une autre boîte pour devenir riche, pour racheter la première. C'est un malade. En vrai de vrai, le mec est trop fort. Bah, il a pété le game, Mais, littéralement. Ouais. Et en plus, bah, c'est un mec d'Afrique du Sud. Oui, Tellement, je crois qu'il... Ouais, il était prédisposé. Il avait des facilités dans l'informatique. Il a commencé, je crois, il avait créé PayPal. un petit jeu. Non, bah, quand Encore avant ? Ouais. Quand il avait commencé par créer un jeu, c'était un truc genre avec un petit vaisseau qui envoie des projectiles, un truc d'arcade, quoi. Space Invader ? Non, je crois pas. Je sais pas. Mais en gros, il crée des petits jeux et tout, et genre ses darons, ils se disent ouais, non, vas-y, t'attardes pas sur ça et tout, c'est de la merde, etc. Et genre, c'était un peu le mec bizuté de fou à l'école. Ouais, c'était un peu la victime de l'école qui a décidé de faire un gros doigt d'honneur à Exactement. le principal même qui Exactement. gérait l'école. Exactement. Et genre, je crois quand il a grandi, etc., après il est parti aux États-Unis. Il a commencé à développer une application, genre un peu style Google Maps. Genre en gros, genre t'as tout dans un rayon et. Enfin, dans un rayon, et genre tu peux savoir où est-ce que c'est ça, etc. Ouais. Et après, je crois qu'il l'a vendu pour quelques millions. Il a fait pareil un truc d'entreprise. Je crois après c'était PayPal et. Enfin, non, PayPal, il l'a rejoint, il s'est associé à quelqu'un. Bref, un truc d'argent et tout. Et genre 2013, c'était Tesla et SpaceX. Et au début, ça allait pas du tout, jusqu'à ce qu'il réussisse ses tests, etc. Et qu'il lance sa première Tesla. Et après, il a explosé financièrement. Si je me souviens bien, Voilà, quoi. Elon Musk, Et avant de faire Tesla, il était sur SpaceX. Ouais. SpaceX, qui est une entreprise où du coup il lançait des fusées. Le gars, quand il a commencé SpaceX, il avait des thunes. Ouais, il avait des thunes parce que... Je crois 300 millions, un truc comme ça, la con. Je crois que c'est une stat comme ça. Le gars, il avait 300 millions. On va prendre ce nombre-là, peut-être qu'il est faux, mais on s'en fout. Le mec avait 300 millions. Il a créé une entreprise de fusées. Il a utilisé jusqu'au dernier centime de sa boîte, enfin jusqu'au dernier centime qu'il avait pour sa boîte. Il a fait son premier lancement, échec. Ouais. Il a fait son deuxième lancement, échec. Troisième lancement, échec. Ouais, échec sur échec. Et le dernier, genre, s'il ratait ce lancement, il avait plus une thune. Il était obligé de liquider sa boîte. Il l'a tenté, ça a réussi. Il s'est fait racheter. Enfin, il s'est fait racheter. Non, il a fait un contrat avec la NASA. Oui, voilà, c'est ça. Il a fait un contrat avec la NASA qui, du coup, finançait tout le bordel. Et félicitations à lui. Je crois que c'était pour du ravitaillement de station. Peut-être. Mais peut-être que dans un monde... Gros, il y a eu une mouche qui s'est posée sur la fusée, qui a décollé, qui a décalé d'un micro-nano, je sais pas combien de mètres, et qui a fait en sorte que le lancement se foire. Et Elon Musk, j'allais dire que Elon Musk il était au fond du trou, que c'était jamais relevé, mais non, connaissant le bonhomme, il aurait relancé une boîte. Pas étonnant. En vrai. De toute façon, il aurait encore pété le game. Quoi qu'on en dise, ce mec-là, il est super fort. Très très chaud. Il est super fort. Mais il a un rythme de vie, c'est un truc de malade. Ça, c'est ce qui est communiqué. Ouais, après, dans les faits, c'est est-ce que c'est réel ? Parce que je crois que sa domiciliation, c'est une sorte de porte à cabine qu'il y a à côté d'un de ces trucs de lancement. Et tu sais, c'est vraiment genre, ouais, bah, tu prends la taille de cette pièce, tu coupes, enfin non, même un peu moins, tu fous des murs histoire de faire une chambre, une toilette, une salle de bain, une cuisine, une salle à manger, c'est tout. Et ça, il dit que sa domiciliation est là-dedans.
et aux yeux de tout le monde entier, il vit dedans, la vérité, est-ce que c'est vrai ? Bah, ça dépend quoi. Après, il fait ce Peut-être. qu'il veut, Balek. Hein. Peut-être. Franchement, En fait, oui, je pense qu'à partir d'un moment où tes objectifs, c'est de coloniser Mars, ouais. est-ce que t'en as quelque chose à foutre que le journaliste d'à côté se dise, il vit dans un porte-à-gamine à On a un côté. duplex. Putain. Je pense Ouais. que, oui, à ce moment-là. Très Après, peut-être, il y a aussi des enjeux d'image d'entreprise qui vont peut-être jouer pour le futur de son entreprise. Ouais. En vrai, je pense que Peut-être. ce gars-là, juste, il a des objectifs qui sont très centrés autour de son entreprise et que du coup, tout son mode de vie est adapté pour faire en sorte de répondre à ces objectifs-là. Donc, peut-être que si montrer au monde qu'il vit dans un porte-à-cabine alors que c'est vrai ou c'est faux, bah, c'est ce qu'il va montrer. Je C'est pense clair. que Après, ouais, je pense qu'ils sont pas les couilles de regarder les gens. peut-être que son arrivée au gouvernement, c'est même pas pour faire en sorte que l'Amérique aille mieux, c'est juste pour sa boîte, c'est juste pour Mars, peut-être, en vrai. Hein. Bah, peut-être. Hein. Après, ouais, faire un petit salut romain, quoi. Faire un petit salut romain. Mais ça, passons, c'est pas notre champ de. C'est trop compliqué comme sujet. Bon, on peut épiloguer dessus, mais le fait est qu'on est deux connards de 21 ans. Non, Si, mais- là, j'ai pas encore 21 ans, dans une je- semaine. T'as 22, putain, c'est vrai. Je suis vieux sans mère. Je suis vieux sans mère. Et le fait est qu'on est des mecs en début de vingtaine qui connaissent rien à la vie, donc bon, on va pas. Je pense que on connaît quelque chose Non, que mais- les gens ne connaissent pas et les gens connaissent des choses que nous on connaît pas. C'est Simplement. une manière Oui, mais ouais. d'épiloguer, enfin, c'est une manière On a très peu de de- caricaturer, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Je vois, très peu d'expérience. Enfin, on a vécu à l'échelle humaine pas grand chose. Mm, mm. Ouais, je voulais avant que tu fasses un monologue, je voulais rebondir sur le fait que tu avais dit que le corps c'était un outil où tu le voyais Non, comme un qui outil. se conformait par rapport au référentiel qu'il avait. Enfin, en tout cas, selon moi, après ça a vérifié, mais Enfin non, tu disais que justement le corps a faim, donc du coup je me mets à Ah, manger. T'avais ouais. fait un truc comme ça. si, bah, en fait, c'est juste ton corps, il a qu'une seule volonté, c'est survivre, se reproduire pour faire perpétuer l'espèce. Ouais, ok. Au-delà de ça, c'est tout. C'est pour ça que il va générer de la mélatonine. Enfin, c'est pour ça que ton corps va générer de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, quand entre guillemets ton corps a besoin de se reposer. C'est parce que ton corps a besoin de récupérer. Sinon, au bout de 10 jours sans dormir, il meurt. Donc, il va faire en sorte de t'inciter à À te mettre en dormir. veille, tout simplement. Ouais. C'est ça. Et au-delà de ça, exemple un peu plus caricatural, mais pour la reproduction, c'est pour ça que, entre guillemets, ça procure autant de plaisir. C'est parce que c'est un objectif qui est tellement important à l'échelle d'une espèce de créer des êtres qui vont perpétuer l'espèce, que forcément, il va faire en sorte que le fait de se reproduire, ça soit quelque chose de très agréable. Donc, pour t'inciter à le faire. Est-ce qu'il est plus dans la quête de créer une postérité ou juste pour la satisfaction personnelle de assouvir son besoin de se reproduire? Qu'est-ce que tu entends par postérité ? J'ai Descendance. pas le mot. De quoi ? Descendance. Un enfant. Donc en gros, est-ce que, en gros, tu me poses la question de est-ce que c'est réellement dans un but de perpétuer l'espèce ou est-ce que c'est dans un but de De satisfaire un besoin personnel. Un besoin personnel qui est généré. Est-ce qu'il est généré uniquement par le corps ou l'esprit? Parce que pour moi, le corps c'est un outil en fait. Genre ton esprit se comporte en fonction de ton corps. Parce que ton corps c'est ton outil. C'est-à-dire que chaque geste, chaque muscle, chaque action que tu fais, ça vient de ton cerveau. Tu vois. Ouais. C'est une demande que tu lui dis. Enfin, tu commandes ton corps. Parce que le Ouais. cerveau, t'es les signaux électriques, ça j'ai la ref, les ouais. neurones, etc. Bref. Voilà. Et en fait, si ton corps te dit j'ai mal quelque part, tu as besoin de traiter cette douleur justement pour arrêter d'avoir mal et te sentir mieux. Mais genre d'un côté, le fait que le corps ce soit un outil, est-ce qu'on vit pour ce que notre corps a besoin? Ou alors est-ce qu'on a réellement besoin d'un corps en fait? Après je pense que la personne qui a un légume il aimerait bien avoir un corps. Ça c'est un fait je pense. Mais est-ce que tu comprends un peu le délire? C'est tellement quelque chose qui nous dépasse parce que la volonté de faire perpétuer notre espèce, d'une certaine manière, pourquoi ?
c'est quelque chose qu'on comprend pas en vrai. Hein, donc, C'est vrai ça. C'est vrai. C'est pourquoi, enfin, d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'à un moment, entre guillemets, il y a eu un truc vivant qui a été dans l'eau, qui s'est dit j'ai envie de me reproduire, j'ai envie de devenir un singe sans poils. J'ai un besoin. Faut que je m'adapte. Bah, techniquement, c'est de l'adaptation. Ouais, c'est ça, mais d'une Et- certaine manière, pourquoi est-ce qu'on veut rester vivant aussi? Bah, justement, je pense que c'est ça. En fait, le corps s'adapte à son environnement parce qu'il n'a pas envie de mourir. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir mal, peut-être. Mais il a mal à cause de quoi? Est-ce que c'est le cerveau qui engendre la douleur, qui te dit oh, tu as mal. Ici, tu as mal. Il faut arrêter d'avoir mal, tu vois. Je sais pas. Je pense que, en tout cas pour le fonctionnement de la douleur, si ton corps, on va dire, détecte quelque chose qui est mauvais pour lui, on va dire, il va te générer de la douleur pour te prévenir que ce que tu as fait, Ah ouais. c'est quelque chose de mauvais. Par exemple, si je décide de prendre mon doigt actuellement et de me le casser, Pas forcément mauvais, qu'il y a eu une conséquence à travers une il y a action. une conséquence, entre guillemets, que le corps, entre guillemets, a pas aimé ce qui s'est passé parce que ça l'a mis en danger. Du coup, il réagit. Donc, il réagit pour faire en sorte que tu comprennes que ce que tu as fait, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, à travers tout ce que tu as intégré comme quelque chose qui n'est pas bien, tu ne vas plus les faire. Donc, ça va favoriser le fait que tu survives et que tu prolifères avec de la reproduction. D'accord. Truc tout bête, si tu te mets dans un climat qui n'est pas adapté à l'humain. Imaginons, je sais pas, tu vas dans un frigo à moins 12 et tu y restes pendant des heures. À un moment, ton corps il va se dire bon, mon climat, mon environnement est peut-être un peu plus froid. Ouais. On va, je sais pas, faire de la chair de poule, on va générer un peu plus de chaleur, on va consommer un peu plus L'énergie, le gras et tout. le gras pour- qu'on a en énergie pour générer de la chaleur pour entre guillemets survivre, parce que Uh-huh. ça arrive que dans l'environnement dans lequel j'ai l'habitude de survivre, ça arrive qu'il fasse un peu plus froid, ça arrive qu'il fasse un peu plus chaud. Maintenant, si tu commences à y rester des heures et des heures, à un moment ton corps il va se dire c'est quoi ce bordel? Là il fait super froid, si à ce train là à la vitesse à laquelle ça va, je vais utiliser, je sais pas, peut-être toute mon énergie ou j'aurai pas la possibilité de faire assez d'énergie pour réchauffer mon corps. Donc je vais entrer dans un état Critique. d'hypothermie. C'est hypothermie et hyperthermie. Je sais pas. Je sais plus, sûrement, mais. C'est hypothermie, mais quand t'as trop chaud, je sais plus ce que c'est. Je dirais hyperthermie, mais je sais pas si c'est ça. À voir. On va dire que c'est un neologisme. On va dire, ouais, c'est ça, c'est de l'analogie. Et il va se dire, putain, là, dans l'environnement dans lequel je suis en danger, parce que si ça continue, ma température corporelle va faire que baisser, et donc mon corps ne va plus fonctionner correctement, donc je vais crever. Donc il va commencer, je sais pas, à te générer de la douleur, à te faire comprendre que le froid du milieu dans lequel tu es n'est pas une bonne chose, donc il va faire en sorte que tu te sentes pas bien, en fait que tu sois dans un inconfort permanent jusqu'au moment où ce problème soit réglé. Donc, imaginons tu es sorti de ton frigo, tu es parti prendre un bain chaud, là t'es bien, et voilà. Donc, et ensuite le message que tu vas retenir de cette expérience c'est putain, je suis allé dans un frigo à moins 12 et j'ai eu mal, je me sentais pas bien, j'y retournerai plus. Hein. Ouais. Mais au moins, tu sais ce que ça fait finalement. Au moins tu sais ce que t'as fait, mais c'est le truc tout con de oh, il y a une flamme, tu mets ton doigt dedans, ton doigt brûle. T'apprends de tes erreurs, tu sais que du coup le feu c'est chaud et que ça peut engendrer ça sur ton corps, donc du coup qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes du feu. Bien sûr, c'est ça. Et du coup tu essaies de le dompter, tu vois. C'est ça, où tu vas, on va dire, essayer de l'utiliser d'une manière qui est plus sécuritaire, où tu vas avoir plus peur du truc. C'est pour ça, par exemple, quand tu prends un gros coup de poing à la boxe, au bout d'un moment, t'es plus frileux parce que tu sais ce que ça fait d'avoir reçu un coup de poing, En fait, c'est désagréable. C'est ça, et du coup, tu vas commencer à appréhender, à avoir peur de ce qui est en face de toi, parce que ça peut te causer du mal, parce que ça peut te causer du tort, donc tu vas encaisser quoi. Tu vas avoir peur et tu vas éviter ces endroits. Et voilà. C'est par exemple pour ça que on aime peut-être autant le sucre ébangé. Non mais mine de rien c'est vrai parce que ton corps, lui ce qu'il cherche c'est, on va dire, emmagasiner un maximum de batterie pour faire en sorte que si un jour il y a une situation exceptionnelle qui nécessite beaucoup d'énergie,
pour, je sais pas, te réchauffer, ou alors qu'il faille en sorte que tu ne puisses pas manger pendant 3 jours, il va chercher à avoir des réserves. Mais d'abord il va crier un peu parce qu'il va se dire bah merde putain il me donne plus mon apport énergétique quotidien, je suis dans la D là. C'est ça, notamment, un truc tout con, mais je vais citer cette anecdote. Il y a pas longtemps, toi et moi, on a fait un jeûne intermittent. À notre façon. Un jeûne intermittent, à notre façon. Grosso modo, c'est juste, on mangeait le matin, on mangeait une fois par jour, qui était en l'occurrence le matin. On buvait tout, on avait la possibilité de boire de l'eau toute la journée. Et ensuite, on faisait ça pendant une petite semaine. Moi, j'ai fait 6 jours, toi, t'en as fait 7, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc ouais, du coup, bah... Ah oui, corps, si. Donc en fait, nous, dans notre société occidentale, en tout cas en France et... dans notre société occidentale... Au moins en France, on a une culture de... On a la culture de manger matin, midi, soir. Ouais. Avec le matin où tu as des personnes qui prennent pas trop de petit déjeuner, mais d'une manière générale, tu as le repas du midi, le repas du soir et peut-être un goûter. Ouais. Donc, ça dépend, pour les gros gourmands. Ouais, pour les gros gourmands. Ce qui fait en sorte que... Le gros dans gourmand, ça, c'est pas subtil. C'est normal. T'insinues que tous les gourmands sont gros. Moi je fais des goûters et je suis pas gros. Donc... Il y a des gourmands plus gros que d'autres. Je suis pas grossophobe. Rien à voir, mais tu sais que je suis tombé sur une vidéo qui m'a tabassé de rire. Où en gros, c'était un gars qui se plaignait que. En gros, c'était un gars qui était en surpoids, qui se plaignait qu'on lui avait refusé l'accès à une attraction au parc Astérix. Parce qu'en gros, il pouvait pas fermer la barrière de protection. Du coup, le gars était en mode les gars, on m'a refusé, grossophobie. Il y a un gars qui a répondu à sa vidéo. Et ce qui fait rire, c'est que le gars, il est encore plus gros que lui. Et en gros, le gars il dit bah frérot, c'est normal, ils peuvent pas baisser la sécurité. Enfin, tu préfères quoi ? Tu préfères qu'on te refuse l'accès au parc ou alors que, entre guillemets, tu fasses l'attraction et que tu. Je sais pas, tu te pètes la gueule et tu te casses les jambes. Et le gars il a terminé sa vidéo en disant frère, c'est le parc Astérix, pas le parc Obélix. Bâtard, putain. Allez, bâtard. En vrai, d'un côté, voilà, c'est Astérix et Obélix. Hein. Ils auraient dû faire des manèges un peu plus spacieux, je pense. Après, c'est. Du coup, la question, c'est même pas de vouloir prendre le manège ou pas pour se péter les jambes ou pas. C'est juste de faire des manèges qui sont plus adaptés pour les personnes qui sont en surpoids. Mais bon. Par contre, c'est un truc de ouf de crier à la grossophobie comme ça, genre. Enfin, je sais pas, frère, va faire du sport, quoi. Bon, certes, il y a des facteurs aggravants, il y a les maladies, les métabolismes, etc. J'en suis totalement conscient. Mais je trouve ça très hâtif comme jugement. De dire grossophobie. Tu le savais que tu rentrais pas. Tu le savais. Bah après, ça dépend parce que si c'est, on va dire, tu vas t'acclamer de grossophobie parce qu'il y a un petit détail de la société qui n'est pas forcément adapté à ta corpulence et un groupe de personnes qui va ouvertement se moquer de toi et te dégrader uniquement par rapport à ton poids, il y a entre guillemets... Mais en plus surtout que c'est même pas de la grossophobie, c'est juste genre le manège a été designé pour faire en sorte que ça puisse accueillir le plus de personnes dans une tranche moyenne corporelle pour accueillir le plus de personnes. Donc en gros il est juste victime de lui-même. C'est ça. Donc il peut pas créer la grossophobie. C'est ça, mais après si on réfléchit d'un point de vue société, c'est bien plus intéressant, on va dire, de faire une logistique qui est adaptée pour à... allez, je sais pas, je vais prendre l'exemple du 80-20 parce que c'est un exemple qui est très connu dans le monde business et dev perso. 80-20 en fait, c'est que 80% de tes résultats vont être prodigués par 20% de tes efforts. Et les 20% restants vont être prodigués par les 80% de ton travail. Dans le sens, ça veut dire que si tu travailles intelligemment, tu vas avoir 80% du résultat si si tu travailles intelligemment et que tu ne dépenses pas ton énergie pour du perfectionnisme et du détail excessif, on va dire tu vas arriver à concentrer ton énergie pour faire ce qui est le plus important dans une quantité d'énergie et de temps qui n'est pas excessive. D'accord. C'est un peu mal expliqué, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Plus ou moins que plus, mais tu as compris. Plus moins que plus, ouais. Mais je sais pas, c'est un concept que j'ai entendu il y a longtemps et je l'ai intériorisé, mais tu vois ce que je veux dire. Syndrome de Gazeux. Je pense en réécoutant le podcast, peut-être que je comprendrai mieux parce que j'ai perdu un peu le fil vite fait, mais... Je vais essayer de te le réexpliquer d'une manière un peu plus simple. Vas-y. Dans ton travail, tu as 100%.
Ouais, C'est forcément les résultats de ton travail, forcément c'est 100%. on va faire un ratio. Ouais. Il y a une théorie qui dit que 80% du résultat de ton travail vont être prodigués par 20% de tes efforts et que les 80% restants de ton travail, on va dire, vont être plus focalisés autour de détails ou de choses qui ne sont pas fondamentales, Du superflu. du superflu. Et donc si tu te concentres entre guillemets sur le principal, les choses qui sont les plus importantes pour obtenir un résultat satisfaisant, si tu te concentres vraiment sur les bases, c'est uniquement 20% de ton travail. D'accord, ok. Donc t'es pas obligé de te soucier du superflu. Superflu, c'est limite plus pour donner une forme ou un fond. Bah, ça dépend du résultat que tu veux donner. Ah ouais. Enfin, ça dépend ça dépend de ce que tu as envie. C'est pour expliquer, enfin pour utiliser un exemple qui est peut-être hyper concret. Imaginons, je sais pas, j'ai envie de me réinventer un style vestimentaire. Si je commence à autister entre guillemets sur peut-être pas le bon mot, mais si tu commences, on va dire, à beaucoup trop théorie craft pour, je sais pas, peut-être le petit collier que tu vas entre guillemets avoir sous ton pull qui va pas être trop visible, Ouais. on Mais va que dire. si tu le rends visible, peut-être que là ça va. Bah non, mais après ça c'est ce que tu recherches, mais imaginons, je sais pas, moi ce que je cherche c'est, je sais pas, avoir un bon pantalon et un bon pull. Enfin, si on va dire, moi je cherche à avoir un nouveau style vestimentaire à travers un nouveau t-shirt, un nouveau pantalon, un nouveau pull, etc. On va dire avoir le petit bracelet entre guillemets qui est pas trop visible et passer la majorité de son temps, c'est pas, on va dire, ça fait partie du 80% Ouais. Ok. qui va donner 20% de résultats. Ok. Ce qui est logique parce que en l'occurrence c'est quelque chose qui est pas trop visible et qui va pas trop influencer le Ouais. style vestimentaire final. C'est besoin d'un t-shirt, d'un sous-vêtement, enfin, de sous-vêtements et d'un pantalon. Quoi. C'est ça, c'est par exemple, aujourd'hui est-ce que je me suis cassé les couilles sur la couleur de mon débardeur? Non. Non. Parce que tu savais que t'allais garder ton pull. C'est parce que je savais que j'allais garder mon pull, que j'allais pas l'enlever. Ouais. Donc j'ai juste pris un débardeur qu'il y avait dans ma chambre, point final. Ouais. C'est tout. Ouais. Et bref, du coup pour en revenir à ce que je disais, je pense que d'un point de vue sociétal, il est plus rentable de se concentrer, on va dire peut-être sur le 80-20 et de faire en sorte que les services de ton pays soient adaptés à la majeure partie Des besoins. des personnes, plutôt que s'emmerder à aller chercher peut-être, enfin là les 20% c'est beaucoup, mais on va dire, je sais pas, les 2% de personnes qui ont des caractéristiques vraiment anormales. Ouais. Par exemple, je vais utiliser 2 exemples. Imaginons que on fasse en sorte que on prenne, je sais pas, la personne la plus grosse de France et que on fasse en sorte que J'allais dire quelque chose. Il est dans Le sans SDF. permission, non? de quoi? Il est dans sans permission. Non, arrête. Arrête, en plus C'est ça m'a marrant, marre, moi c'est je le déteste pas. C'était marrant. Il en a déjà entendu, à mon avis. Déjà entendu. Ouais. Ah bah, je Ça pense va. que c'est probablement l'une des choses sur lesquelles on se fout le plus de sa gueule, c'est Bien sûr. le... Quand on dit gros mytho, à mon avis, voilà quoi. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Mais par exemple, si tu prends la personne la plus large, pour Ouais. utiliser un mot peut-être Ouais. plus acceptable, Voilà, moins péjoratif peut-être. moins péjoratif de France, et que tu adaptes, on va dire, tous les transports que cette personne peut être amenée à utiliser dans sa vie pour cette personne, Ah, t'arrives aux États-Unis. Voilà. c'est, bah, en l'occurrence, oui. Tu sais que les personnes, enfin, qu'il y a eu une trend, ou qu'il y a beaucoup d'influenceurs gros, enfin, pour le fait d'être gros. Ouais, zéro van, il y a des mecs qui sont vraiment pour le fait d'être gros, mais c'est aux États-Unis. Ah, genre c'est une normalité d'être gros. Enfin, oui, non, qui veulent normaliser le fait d'être gros. Ok, ouais. Mais enfin, c'est vraiment normaliser, pas le fait d'être un peu en surpoids. Ah, j'ai un petit bidon, ah, j'ai 10 kilos en trop. Non, ils veulent normaliser le fait qu'ils ont 150 kilos en trop. Ah, ok, d'accord. C'est d'un point de vue que je trouve peut-être un peu excessif. Après, il y a un rapport entre la taille, etc. Voilà quoi. Bien évidemment. Je pense que c'est plus sur la forme. Oui, ah, enfin, quoique après, s'ils parlent du poids, c'est différent. non, mais après, enfin, eux, ils parlent de la corpulence. Ok, On d'accord. va dire. Enfin, ils veulent vraiment La normaliser le fait d'être en surpoids excessif, d'être en surcharge pondérale. Putain. Il y a des personnes du coup qui sont réellement influenceurs. Je sais plus le mot que c'est, mais on va dire des influenceurs gros ou en surpoids. T'en as qui ont fait des voyages en France, genre voyage touristique loisirs, Mhm. et qu'ils étaient en mode putain.
déjà que l'Amérique, c'est un peu grossophobe, l'Europe, c'est 20 fois pire. Putain, ouais. Et en fait, du coup, c'est une vidéo de Naj Befit, le youtubeur, qui traitait ce sujet-là. Et il disait que aux États-Unis, tout est plus grand. Ouais. Les villes sont plus grandes, les bâtiments sont plus grands, les voitures sont plus grandes. Vous verriez le style de voiture purement américaine, Tout est large. c'est hyper large et c'est hyper grand. Exemple tout con, les monster trucks, les Hummer, Ouais, les rames. même. les Rams. Les rames, c'est un véhicule avec un coffre arrière à l'extérieur, là. Mais genre vraiment hyper large. Hyper Ouais, grand. c'est Ils ont possible. beaucoup ça au Canada, au Québec aussi. C'est possible. Donc ce qui fait que forcément quand ils vont en Europe, qui est un pays peut-être plus adapté aux corpulences fines, et ils ont pété un câble. Ouais. Il y en a qui ont vraiment pété un câble et qui étaient en mode mais je ne retournerai plus jamais en Europe, c'était une perte d'argent. Bref. Mais même- Putain oui attends, t'avais une meuf qui était allée en Finlande Ouais. pour un échange universitaire, je sais plus. Elle avait en gros, et elle disait, c'est insupportable de fréquenter des Finlandais parce que c'est des personnes qui adorent la randonnée. Et du coup, et la meuf, elle a vraiment dit, après c'était peut-être pour abuser un peu, mais qu'elle pensait, du coup, elle avait fait une sortie avec ces gens-là et qu'elle pensait mourir pendant sa randonnée, tellement c'était quelque chose qui était insupportable pour son corps parce que elle n'est pas habituée à l'effort physique, elle n'est peut-être pas habituée au fait qu'en altitude il y ait moins d'oxygène, enfin tout ce genre de choses, et vraiment elle était en mode les gars j'ai cru mourir, Ouais, genre ouais. vraiment. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ce genre de personnes, bon, encore une fois, oui, il y a des maladies, oui, il y a des métabolismes, voilà, j'ai compris. Mais ce que je voulais dire, c'est des gens qui se contentent de la facilité. Ils prennent ce qu'on leur donne. Et aujourd'hui, on donne beaucoup plus facilement. On met à disposition, je veux dire. On met à disposition beaucoup plus facilement, que ce soit la nourriture, etc. Et on force à la consommation. Mhm. C'est pour ça que ces personnes-là aussi, genre, tu vois, elles sont plus sceptiques à l'idée de cultiver leur corps pour en faire un meilleur. Et du coup, ils se contentent juste de dire bon, j'ai faim, je vais manger. Mais je ressens pas le besoin de faire du sport en fait. Parce que voilà, j'en ai pas besoin. Mon corps me demande pas de faire du sport. Par contre, mon corps me demande de manger. En fait il y a un point qui est assez facile à comprendre, que je vais imaginer d'une manière très simple parce que j'ai vu un reel il y a pas longtemps, parce que ça m'arrive aussi de scroller. On a beau fanfaronner comme des connards, mais on n'est pas exempt de tout défaut. Surtout, on est obligé un peu pour voir ce qui se passe, tout simplement. C'est aussi un truc d'actualité. Bon, c'est un truc de gros mongol aussi. Hein. Voilà. C'est quand même C'est sûr et intéressant certain, parfois. ouais. Voilà. Mais les Ouais. préoccupations Mhm. des personnes à l'Antiquité, à la préhistoire. Ouais, mais c'est pas les. Ouais, vas-y. Les préoccupations des personnes à la préhistoire, c'était il faut que je me trouve de la nourriture. Si je trouve pas de nourriture et que je me trouve pas ma grotte pour aller dormir, Au je vais me faire- Moyen-Âge. La Non. grotte. Peut-être pas quand même. Non, j'ai dit préhistoire. Ah, t'as dit préhistoire. Ok. J'ai dit Moyen-Âge, ah non, j'ai dit Antiquité, ah non, préhistoire. Ok, d'accord. Autant Mais pour du coup, pour la préhistoire, les préoccupations c'était nourriture, survivre. Parce que Ouais. sinon je vais me faire bouffer par les animaux dehors. moi. Ouais. Je vais direct avancer. Préoccupation de la Première Guerre mondiale. Je suis dans les tranchées, je veux que cette lettre parvienne à ma femme, parce qu'il est très probable que je crève. Sans qu'elle se fasse censurer, attention. C'est encore En un plus, autre. en plus, C'est encore un autre débat. Mes préoccupations, c'est survivre, faire en sorte que cette lettre arrive à ma femme pour lui dire que je l'aime. Ouais. Préoccupation, Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, il y a ce train qui va amener des ressources pour le front de l'Allemagne de guerre, pour les méchants, etc. Les méchants. Les méchants. Pour les méchants, il faut faire dérailler ce train. Mais attention, il ne faut pas qu'on se fasse choper. Ensuite, je sais pas, je vais prendre un autre exemple. 2007, crise des subprimes. Toute l'économie est en train de s'effondrer comme une pile de château de cartes. Il faut que je fasse en sorte de sécuriser mon avenir, etc. Mes finances, nanani, nanana, etc. Gros, les préoccupations des gens d'aujourd'hui, c'est plus de biscuits. Ouais. Enfin, j'abuse vraiment beaucoup, mais Je vois. les préoccupations d'aujourd'hui par rapport aux préoccupations des gens de l'époque sont infiniment moins importantes. Oui. À l'époque, on se préoccupait de sa survie. À aucun moment,
dans, on va dire, la société actuelle, mis à part, on va dire, si tu te balades la nuit au mauvais endroit, au mauvais moment, que tu as des fréquentations qui sont bizarres, etc., c'est très rare que réellement tu vas avoir peur pour ta vie tous les jours. Mhm. Mis à part si tu vas faire des randonnées avec des Finlandais. Oui. Oh putain, j'ai failli mourir, j'ai marché. C'est ça, tu vois. Mais les préoccupations, on va dire, d'aujourd'hui reflètent quand même d'une manière que je trouve très intéressante le confort de vie qu'on a atteint aujourd'hui. Totalement, ouais. Mine de rien, à l'époque, pour avoir de la bouffe, fallait aller chasser. Fallait aller cultiver tous les jours ton champ pour aller faire du blé, sachant que t'avais le roi qui passait tous les 36 du mois pour te dire 12% de ta production, je prends. Et encore. C'était plus 70%. Je sais plus. Alors, je sais plus. Il faudrait se renseigner, mais je crois avoir vu une stat pour dire que par rapport à l'époque, on est plus taxé. La taxe, oui. Mais ça, c'était différent. C'était différent. Mais c'est hyper compliqué à aborder, mais je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. Je crois qu'à l'époque, on était, d'une manière générale, je crois qu'à l'époque, on était moins taxé qu'aujourd'hui, par exemple, en France. Parce que tu te faisais taxer une fois, et aujourd'hui, tu te fais taxer sur tout et n'importe quoi. Tu te fais taxer sur ton salaire, parce que charge patronale, charge salariale, etc. Tu te fais taxer sur tes achats, avec la TVA. Tu te fais taxer sur... Je crois qu'il y avait un troisième truc. Mais en gros, genre, tu te fais taxer sur des taxes, sur des taxes, sur des taxes, sur des taxes. Et en fait, au bout d'un moment, je crois, genre, il y a un truc comme entre 50 et 70% de taxes, un truc comme ça, là. Honnêtement, c'est possible. C'est totalement possible. Mais bref, c'est quand même assez marrant de se dire qu'à l'époque, pour avoir ton sneakers, fallait aller le chasser. fallait aller le cueillir. Là, tu fais quoi? Tu prends 3 balles, tu vas au coin de la rue, supérette, sneakers, t'as ta dose de sucre. Ouais. Alors que techniquement, un truc autant sucré, c'est considéré par notre cerveau comme une récompense. Là, une récompense, 60 centimes. C'est une dinguerie. Donc forcément que c'est bien plus tentant de se conformer à consommer des récompenses pour pas grand-chose, enfin pour quasiment pas d'effort parce que c'est à disposition. C'est ça. Et c'est pour ça que l'argent, ça a pris une place... monumentale dans notre société. C'est pour ça qu'on est dans une société qui est capitaliste. C'est parce que tout tourne autour de l'argent et que si demain, je sais pas, je fais un investissement boursier qui fait x1000, allez, je mets 1000 balles sur Nvidia fait x1000, je suis putain de millionnaire. Avec 1 million, le nombre de choses que je peux faire. Avec 1 million, je peux, je sais pas, acheter 10 appartes, ne plus travailler de ma vie, ne plus jamais travailler de ma vie. Ouais. Ne plus jamais avoir la condition de avoir le besoin de travailler dans ma vie. Et chose qui est intéressante, et j'en ai parlé avec mes parents hier, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, le mot travail est connoté hyper négatif. C'est-à-dire ? Dans la Gen Z, enfin dans la nouvelle génération, les nouvelles générations de travailleurs, il faut savoir que toutes les personnes qui arrivent actuellement sur le marché du travail, qui ont entre, allez on va dire, je sais pas, 27 et 18 ans, ils ont beaucoup de mal avec le marché actuel du travail parce qu'à l'époque, t'allais travailler parce que t'en avais besoin. T'avais besoin d'argent. T'avais besoin de te construire une situation. Aujourd'hui, le besoin des gens est bien plus construit autour du bien-être et moins autour de la nécessité de l'argent, ce qui fait qu'il y a un énorme problème de... Ah merde, j'ai plus le mot. Il me faut du vocabulaire là. Passe-moi ton carnet. C'est discipline, du contraste. Non. Ce qui fait qu'il y a une énorme... mince, putain, comment est-ce qu'on dit ? Il y a un énorme décalage entre les motivations des anciennes générations qui façonnent le marché du travail actuel et les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail actuel. D'accord, ok. Pourquoi ? Parce que les nouvelles générations ne veulent pas se cantonner à un 9-17, enfin à un 35 heures par semaine pendant toute leur vie. Oui. Parce que selon eux, le travail est, entre guillemets, quelque chose de pas agréable, qui ne sert qu'à rapporter de l'argent. Pour contribuer au divertissement et principalement au divertissement ces derniers temps. Qui va te permettre de profiter 2 jours par semaine, à savoir le week-end. Ouais. Moi, un truc que je trouve dommage, c'est que le travail, bien évidemment qu'il y a des travails qui sont très durs et qui sont pas agréables, mais après moi j'ai entre guillemets la chance de pouvoir dire ça, mais je pense que le travail, si tu te débrouilles, tu peux entre guillemets faire en sorte d'aligner ton travail
et tes ambitions de vie. Ce qui fait en sorte que je vais pas sortir la phrase cliché du trouve ta passion, fais-en un travail et tu n'auras plus jamais à travailler ta vie, c'est faux. En plus, c'est pire parce que, enfin, je trouve que c'est vraiment pas ouf de faire ça. Parce que le jour où tu vas prendre ta retraite, bah en fait, tu auras utilisé tellement ta passion que tu t'en seras peut-être dégoûté au bout d'un moment. C'est possible. Je pense, sincèrement, entre de 15 ans jusqu'à 65 ans, vivre de ta passion et après, si je suis ton schéma de pensée, hein, et de 65 à, je sais pas, 80 ans, qui est déjà au-dessus de l'âge moyen, qui est au-dessus de l'espérance de vie moyenne, je crois, 80 ans. 80 ans, moi je préfère sincèrement vivre de 15 à 55 à 65 de ma passion et me faire chier de 65 à 75. Ah ouais. Bah sincèrement, ouais. Moi, je sais pas, je préfère avoir un travail que j'apprécie, mais qui n'est pas forcément une passion, plutôt que d'utiliser une passion parce que d'un côté, tu vois, la passion, c'est un passe-temps. Tu te mets pas de pression dessus. Parce que t'as pas besoin de générer de résultats, c'est une passion, c'est pour passer le temps, c'est pour désœuvrer. Enfin, maintenant, désœuvrer, c'est un peu négatif, mais genre, c'est vraiment pour te relaxer, enfin, je sais pas, voilà quoi. Si tu mets ta passion au service de ton travail pour générer un bien qui va te permettre de subsister, pour moi, tu te mets de la pression en fait. Tu te mets de la pression sur ta passion, et du coup, bah, naturellement, tu vas la percevoir d'un autre angle. Ouais, si, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que selon ta vision des choses, il y a peut-être genre une passion dans une vie Ouais. ou un élément dans lequel, entre guillemets, t'as envie de. Enfin, un humain est prédisposé à se consacrer corps et âme Mhm. pour, entre guillemets, son plaisir personnel. Mhm. Moi, en vrai de vrai, je pense pas. Selon moi, on va dire la vie fonctionne plus par arc. Malgré le fait que, je sais pas, j'ai des caractéristiques qui font en sorte que je sois peut-être plus prédisposé à aller vers tel type de passion, tel type de métier ou tel type de passe-temps. Ouais. Par exemple, moi, j'aime bien j'aime bien discuter avec les gens. Mhm. Je fais un podcast. Je suis plus prédisposé à faire des podcasts plutôt qu'une personne qui déteste faire des introspections ou qui déteste philosopher, par exemple. Ouais. Actuellement, j'ai envie, par exemple, de me consacrer un peu plus à faire des vidéos. En vrai, moi je me dis ça peut être sympa d'utiliser les ressources actuelles pour me consacrer à ça et voir où ça peut m'emmener. Peut-être que dans 10 ans, je vais avoir une révélation de malade mental où je vais me dire putain, l'immobilier, j'adore. J'ai envie d'en faire. C'est pour ça qu'il y a des gens à 40 ans qui refont des études ou quoi. C'est ça. Bah, Après, le fait est que ce qui est considéré comme la crise de la quarantaine, c'est justement des personnes qui, on va dire, avec la vision du travail de nos parents, sont partis, on va dire, dans le starting block qui est 18 ans dans le monde du travail, vers une vision du coup plus ancienne, à savoir travail pour gagner de l'argent, etc. Et qui à un moment ont compris que le travail qu'ils font ne leur apportait rien de spécial si ce n'est de l'argent pour leur survie. Ok. Et c'est une situation qui les a mis dans un inconfort tel qu'ils vont quitter leur travail, faire une reconversion. Ok, d'accord. Donc c'est peut-être, on va dire, une manière de voir les arcs, une manière arquée de voir la vie. Mais moi, je la vois peut-être plus encore arcalisée. C'est un mot qui n'existe pas, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Notamment, c'est tout con, mais à l'époque, quand je terminais le lycée pour faire mes études sup, genre, je me souviens que sur les 2-3 mois avant la fin des études, tu sais, je voyais que des vidéos avec un gars qui était en mode, tu sais, genre il mettait un manteau, il se préparait, etc. Ou il sortait de sa maison avec une musique de One Piece très chill, très fin du voyage, très... Fin l'innocence. Ouais, c'est ça, en mode, tu sais, on vient de terminer un peu une étape, musique chill, en mode, on regarde le chemin qu'on a parcouru et on avance, tu vois. Genre, il y a une musique, je sais plus le nom, Together... Peut-être, je sais plus, c'est une musique un peu chill qui dure 1 heure. De mémoire, c'est Together, mais je suis plus sûr. Si ça se trouve, Together, c'est un opening et ça n'a rien à voir. Et en gros, tu sais, il était marqué, c'est la fin de l'arc lycée, c'est le début des arcs études supérieures et tout. Et moi, je vois un peu ma vie dans des arcs comme ça, où en fait, je sais pas, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis posé, j'ai fait une petite introspection qui a fait en sorte que j'allais engager certaines actions pour modifier mon train de vie. Je considère que c'est un arc nouveau.
Ok. Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'as eu besoin de changement, t'as un peu de changement, donc du coup maintenant tu vas vivre d'une autre façon. C'est ça. Et ça ne ressemble en rien à la manière dont tu vivais avant. C'est en rien peut-être pas, mais ça a engagé des modifications et des changements qui sont quand même énormes. C'est assez rigolo de se dire que on a fait plus d'une heure de podcast là, 1h20, Ouais. 1h30 même, on a abordé aucun sujet qu'on avait noté sur notre feuille. Si, il y en avait un avec le vocabulaire et tout. Ouais, si, bah on en a fait un sur les 15. C'est déjà ça. C'est déjà ça, on va en tourner 15 des épisodes, c'est parti. Bah voilà. Bah voilà. Mais ouais, est-ce que tu veux finir sur ça? Sur les arcs? Ouais, je pense qu'on va terminer là-dessus. Après, est-ce que j'ai autre chose à dire sur les arcs? En vrai, ouais. Je dirais que les arcs, je trouve que c'est peut-être une manière qui est théoriquement, je trouve, très intéressante de concevoir une vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la monotonie, qui ont peur, on va dire, de rentrer dans un travail un peu ennuyant, etc. Et au-delà du travail, je trouve que concevoir sa vie en arcs différents va permettre, on va dire, tu sais, c'est comme la couche d'objectifs. Si actuellement, là, je suis dans un arc de ma vie où j'essaye de m'organiser mieux, d'apprendre à faire des choses, dès que j'aurai terminé tout ça, je vais me dire, putain, incroyable, maintenant, j'ai terminé, on va dire, ma phase d'organisation, je vais pouvoir me concentrer plus dans cette tâche que j'avais prévu de faire qui nécessite l'organisation pour laquelle j'ai travaillé. Et ensuite, on va travailler pour ça. À un moment, peut-être, enfin du coup, en l'occurrence, c'est le fait de faire des vidéos. À un moment, peut-être que j'aurais plus envie de, je sais pas, peut-être me mettre à l'immobilier ou me mettre au trading, parce que c'est des trucs bien cassos de développement personnel. et Dieu sait que j'ai un peu baigné là-dedans, je dirais peut-être ces 2 dernières années. Enfin, ces 2 dernières années, j'abuse un petit peu, mais je me suis compris, ces 2 dernières années, on va dire que c'est ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais me dire, ah bah, j'ai envie de continuer un peu les vidéos, mais j'ai envie de me concentrer aussi là-dessus, parce qu'en vrai, essayer de faire un peu de l'immobilier, d'essayer de construire un patrimoine, peut-être que c'est un truc qui me tente, etc. Peut-être que j'adore jouer au Monopoly dans la vraie vie, et que j'ai envie d'acheter l'avenue Foch. Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être que 10 ans après avoir atteint un parc immobilier de malade mental, je vais me dire, je vais faire des études pour devenir médecin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À 1 an de la retraite. À 1 an de la retraite, c'est ça. T'imagines? C'est. Après, si t'es rentier, t'as pas de retraite. Enfin, tu te mets en retraite quand tu veux, quoi. J'allais aborder un sujet, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h30. C'était quoi, juste pour teaser pour le prochain? Pour teaser pour le prochain, c'était pourquoi. On en avait déjà discuté, mais pourquoi est-ce que la phrase profiter de sa vingtaine, Ah, oui, ok. et pour moi, est un énorme scam. Ok. Et une manière de voir la vie qui est horrible. Mais je vais m'arrêter là et je pense qu'on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode, alors. C'est ça. Parfait. Merci d'avoir écouté si vous êtes encore ouais. là. Voilà, en effet. On vous remercie pour votre attention, de nous avoir regardé, nos chers spectateurs. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je me permets de te couper Ouais, la parole, je prends le lead. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a l'un des points qu'on a abordé sur lequel vous aimeriez bien rebondir. Dans tous les cas, on lira tout. Ouais. Même s'il y a 10 000 commentaires, moi je lirai tout, j'en ai rien à foutre. Pour le référencement, ça. C'est ça, ouais. Dans tous les cas, je lirai tout et je pense que ça peut être intéressant, à la limite, si on a des commentaires qui sont intéressants, de limite rebondir dessus au début de l'épisode d'après. Ou Carrément. 1 ou 2 épisodes après. Carrément. Super bonne idée. Bon, franchement, je trouve ça très très bien. Voilà. Et quoi d'autre? Voilà, on abordera au prochain épisode de la vingtaine, profiter de sa vingtaine. Et ouais, voilà tout. Et beaucoup d'autres sujets parce qu'on a une note en commun avec plein de sujets qui sont marqués dessus. Exactement. Enfin bref, Voilà. on va pas tergiverser. Très bonne journée à vous. Au revoir la populace, à la prochaine.